c'est plus facile finalement de trouver quelque chose de l'intérieur de nos tristesses qui puisse artistiquement être parlant que de faire quelque chose de beau à partir de nos joies, étonnamment. C'est paradoxal, mais c'est humain. La réalité de toute cette source vive, de tout ce dont on parle, c'est l'amour, effectivement. Et l'amour, c'est pas simplement un sentiment, c'est une lumière, c'est un apprentissage, parce qu'on apprend à mieux aimer, on apprend à aimer plus profondément, on apprend à aimer avec patience, on apprend à aimer avec pardon. Ne te dis pas, oui, je suis croyant sans être pratiquant. Parce que ceux qui te font penser que la pratique se réduit au rite, ils diminuent la dimension spirituelle. L'épreuve est là quelque chose évidemment de négatif parce qu'elle nous fait mal, mais il y a dans le mal qu'il nous fait un bien qui nous grandit. Et donc, voilà, il faut avoir cette sagesse-là. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde, nouvelle émission. Là, je suis encore impressionné. Je suis aujourd'hui avec, je dis ça tout le temps, invité de marque, mais là, vraiment, je suis vraiment avec un, un invité de marque, professeur Tariq Ramadan. Bonjour, professeur. Bonjour, merci de cette invitation. Professeur, je suis hyper content, comme je disais tantôt, de vous avoir sur cette émission. Vous êtes un professeur imminent. Heu, vous avez grandi, et vous êtes né à Genève et diplômé de la prestigieuse université de Genève. Vous êtes un passionné de football et aujourd'hui, si je vous invite, c'est pour, parler principalement de l'album «Tous les courages» qui, est sorti il y a quelques semaines. Mais avant, professeur, je te propose, parce que, tu m'as donné la permission de te tutoyer, de te présenter succinctement. Ben, écoute, comme tu l'as dit, hein, moi je suis né, j'ai vécu toute mon enfance à Genève, j'ai fait mes études à Genève. Ensuite, je suis parti faire des études islamiques en Égypte. Après quoi, j'ai beaucoup enseigné pendant près de... j'ai enseigné en fait pendant près de 35-40 ans entre la Suisse et après la Suisse, je suis parti à Oxford. Je suis allé à Londres et j'ai enseigné à Oxford depuis 2005 jusqu'à 2021, date à laquelle j'ai pris ma retraite anticipée pour raison de santé. Et voilà, après, ma vie a été faite de beaucoup d'enseignements, d'énormément de voyages à travers le monde. Je me suis beaucoup intéressé pendant près de 15 ans à la solidarité, où je faisais du développement. Ensuite, je me suis intéressé évidemment, comme c'est souvent par là que les gens me connaissent, sur la question de l'islam à l'époque contemporaine, dans les sociétés majoritairement musulmanes, mais aussi en Occident, en particulier en Europe, mais aux États-Unis comme en Occident. Et puis, enfin, j'ai beaucoup écrit. Et puis, tu Plus de parlais de 30 tous les livres, hein. courages. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, j'avais écrit il y a exactement 5 ans un roman qui n'est jamais paru, mais qui était mon premier roman. Et ça a été toujours une idée qui était dans ma tête, c'est-à-dire la dimension de la culture et de l'art et du littéraire. Et puis finalement, là, depuis 2 ans, je me suis engagé à ce que j'appelle la poésique. C'est la production de la poésie mise en musique avec des règles assez strictes et qui est une niche qui n'a pas beaucoup été explorée. Certains parlent de rap ou de slam, c'est pas ça exactement. Sans du tout avoir une appréciation négative sur toutes les autres formes, toutes les formes d'art, mais il y a cette idée de trouver un équilibre entre une expression littéraire et une expression musicale. Ouais, c'est un rythme assez particulier, même si, professeur, je me permets de dire qu'il y a quand même quelques lyrics, quelques touches, rap. Je sais pas si, tu connais, le rappeur, Kerry James? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Bah, parfois il y a un rythme un petit peu, et ça c'est quelque chose qui a, le fond, on va parler du fond, hein, bien entendu, mais, sur, la structure, le rythme musical, les lyrics, il y a un petit peu une sonorité là qui revient, que j'aime, et je dirais même que, c'est mon préféré. Je crois c'est le titre, je crois c'est le 2, non, ça doit être le troisième.
Heu, Voter, ouais, c'est plus politique. C'est ce titre-là qui, je crois que c'est mon préféré là-bas. Là, ça percute, il y a un mix entre le fond et la forme même si je sais que ça vous gêne un petit peu qu'on parle de rap, mais ça sonne quand même un petit peu Pas rap du des tout, pas fois, du tout. Non, 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 non. Moi, je suis pas du tout gêné par le fait que, on parle de rap parce que je pense que dans le rap, il y a une expression poétique, évidemment. Et tu parles de Kerry James. Je pense que dans le domaine, c'est un de ceux qui est le plus brillant dans la maîtrise de la langue. Et donc, il y a une. Ah non, au contraire, je pense que dans le rap, il y a une expression poétique. Ce qui était important pour moi, c'est de pas passer par là. Alors évidemment que dans certains, parce que en fait, tout ce que je fais sur le plan de la production de la poésie, il y a trois dimensions et qui sont les trois dimensions dans lesquelles moi je me suis exprimé. Il y a une dimension très spirituelle et donc il y a des poésies qui sont extrêmement spirituelles. Il y en a qui parlent des situations de la vie, c'est-à-dire que ce peut être la mort, ça peut être le divorce, ça peut être la maladie, ça peut être Alzheimer ou également la trisomie. Et puis le troisième, c'est celui auquel toi tu fais référence, qui est le plan politique et social et revendicatif. Donc évidemment, dans celui-ci, on va trouver des accents qui sont liés au rap, puisque le rap, ça a été historiquement et jusqu'à aujourd'hui l'expression très souvent de la revendication sociale et politique. Donc toi, naturellement, tu fasses des liens entre ces deux types d'expressions, c'est tout à fait normal et ça ne me gêne absolument pas. Mais l'angle par lequel j'y arrive est différent. Qu'on se rejoigne sur certains domaines, c'est une évidence, ouais, bien sûr. ouais, c'est effectivement comme tu le dis, c'est un album assez protéiforme où des fois, tu vas parler de la complexité de la famille, le divorce, la trahison, les conséquences sur les enfants. Tu parles également de l'amour de son partenaire, de son ou sa partenaire, de l'handicap des enfants, de la politique, de vote, comme j'ai cité, le titre voté, précédemment. Moi, je dirais que c'est un album humain. Mais j'aimerais revenir un petit peu derrière, Tariq, sur, le fait que tu parles de je sais pas si les gens ont remarqué, tu parles de poésique et pas de poésie. C'est ce que j'ai entendu en tout cas, Exactement, oui. tu Oui, me oui, corriges oui. si c'est vrai et pourquoi? Est-ce que tu parles déjà, est-ce que c'est un terme qui existe vraiment ou tu l'as, juste, compilé à ta sauce? Non, c'est une composition, c'est un néologisme et qui vient de poésie, c'est-à-dire vraiment l'expression, parce que je travaille sur les textes vraiment à partir pas simplement de la rime, mais aussi de la métrique. Donc, Mmh. c'est de la poésie. Et musique, qui vient et qui met le hic à la fin, donc ça fait poésique, c'est-à-dire poésie et musique. Et la musique, Mmh. elle est pensée, elle porte le texte. Et en fait, dans un premier temps, je m'étais engagé effectivement à cette expression-là. Et puis, je travaille avec essentiellement un très jeune, très très jeune compositeur qui a tout juste 22 ans et qui est celui qui pense toutes les musiques à partir des textes. Et donc, ce qu'on fait, c'est que après que j'ai écrit, je les lui soumets, je les lui lis aussi. Et il Mmh. a eu dès le départ, et moi-même j'en ai été le premier parce que bon, je veux dire, moi je pourrais être son père, et de loin. Et il a eu immédiatement, avec un certain nombre de titres, il a tout de suite senti ce qu'il y avait dans le texte là, et il a commencé à travailler en les habillant. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, quand j'écris, je pense à une musique qui pourrait habiller le texte. Et lui, quand il entend ma voix, il habille le texte à partir de ce que je lui dis. Et donc, c'est un travail qui est un travail où l'expression littéraire est aussi importante que l'expression musicale. Et l'expression musicale, elle est nécessaire parce qu'elle était là avant même que le texte apparaisse, en fait, puisqu'elle est pensée dans ma tête déjà. Donc, je l'écris avec ceci. Donc, c'est une nouvelle notion. Alors, avant ce texte, avant ce dernier recueil, parce que tu vois, on ne les appelle pas albums, on les appelle recueils, on renvoie à la Mmh. littérature. Donc on renvoie véritablement à une expression qui est une expression tout à fait liée au littéraire. Donc avant ce recueil-là, il y en avait un autre qui était un recueil qui s'appelait Traversée. Et Traversée aussi était porté par exactement la même expression, avec des poésies qui étaient bien plus longues,
parce que là, j'avais écrit véritablement en fonction d'une de thématiques qui étaient importantes. Il y en a qui faisaient 13 minutes, il y en a même un qui a été travesti par les médias en disant oui, Tariq Ramadan s'en prend à l'Occident alors que je parlais, et il s'en prend au blanc. En plus, tout à coup, je m'en prenais au blanc, alors que je parlais justement de cet ordre du monde qui pousse les gens à la migration et qui fait de la mer de Méditerranée un cimetière vivant, un cimetière et pas seulement. Et donc je parlais de ceci. Euh, donc toujours la même chose, toujours avec cette idée que le passant qui fait 13 minutes est très spirituel. Et puis, qu'est-ce que vous croyez qui est très revendicatif sur le plan politique. Et donc, je poursuis dans cette ligne et avec tous les courages. Il y a effectivement cette idée où j'ai ciblé davantage les thèmes, j'ai écourté les textes pour que ce soit quand même, parce que, et je continuerai à faire des morceaux de 10 minutes et d'autres qui seront de 3, Ouais. mais toujours avec cette idée On va dire que sur l'album, on de est en moyenne, je crois le maximum, ça doit être 5 minutes, le son, différent. C'est le plus long. Le reste, c'est entre, 3 et 4 ouais, c'est minutes ça. Je et crois qu'il y en a c'est un qui doit faire 6 assez court. minutes, 5-6 minutes, effectivement, mais le reste est plus court. Alors que dans le premier recueil, j'avais des poésies qui allaient jusqu'à 13 minutes. Passant, il est très très long, mais là aussi, c'est sur l'idée de la quête de sens et de vérité. Yes. Professeur, j'ai déjà plein de questions là. On va revenir sur tout ça. J'aimerais parler, par exemple, de vous avez parlé d'études, en Égypte. Pourtant, vous êtes né à Genève. Est-ce que, c'est quelque chose qui était possible de faire qu'en Égypte? Et aussi, par exemple, sur, votre rapport à la musique et à la religion? Et mais avant ça, j'aimerais un petit peu qu'on contextualise. C'est plein de sujets, hein, c'est plein de questions en une. Ouais. Heu, J'aimerais vraiment savoir le fond. Qu'est-ce qui vous a on va revenir sur ces points-là, mais pourquoi est-ce que vous pouvez me donner le contexte? Pourquoi est-ce que tu as, fait cet album? Pourquoi pas juste un recueil sous forme de bouquin comme tu as l'habitude de le faire? On a parlé de 30 bouquins que tu as rédigés au cours de ta carrière. Mais pourquoi ce format-là, de recueil de musique? Alors, je vais essayer de reprendre, tes questions rapidement les unes après les autres. Là, Mmh mh. pourquoi l'Égypte? Parce que bon, effectivement, moi, je suis né à Genève, mais je suis d'origine égyptienne et le centre, si tu veux, l'expression, islamique, de l'étude islamique, c'est un pays, majoritairement donc de confession musulmane où il y a une vraie histoire de la production scientifique du point de vue de l'islam. Et donc, c'était une chance pour moi de retourner. J'étais très peu retourné pour des raisons politiques, puisque mon père Mmh. avait dû quitter le pays pour des raisons politiques. Et finalement, il y avait ceci. Il y avait aussi l'idée, avec mon épouse, de pouvoir permettre aux enfants de se réconcilier avec cette terre d'origine, en leur Mmh. montrant qu'ils étaient certes totalement occidentaux, mais qu'ils avaient des racines égyptiennes et puis par rapport à la langue arabe et tout ceci. Donc il y avait un projet familial en même temps qu'un projet personnel. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Pourquoi On l'Égypte tout aurait, simplement. je m'excuse de couper, mais on aurait la sensation, en tout cas pour des profanes, je suis pas non plus expert, que, le terroir ou alors, l'origine serait plutôt des pays comme l'Arabie Saoudite ou, en tout cas où se trouve la Mecque quoi, le pilier justement de entre guillemets «de l'islam», hein. Je dis ça vraiment avec, en toute naïveté sans maîtriser le sujet. Oui, mais bon, il se trouve pour deux raisons. D'une part, parce que moi je suis égyptien et puis que ça m'était plus facile de retourner. J'avais de la famille là-bas. J'avais même un lieu et puis des personnes de connaissance qui pouvaient Accueillir. m'enseigner. En plus de ceci, Al-Azhar, qui est l'une des plus grandes universités islamiques au monde, elle est en Égypte. Maintenant, bien sûr qu'il y a de la production de savoir en Arabie saoudite. Ils sont plus littéralistes, ça m'intéressait moins. Et il y a moins de liberté. Et en plus, je suis interdit d'entrer en Arabie saoudite pour mes critiques du pouvoir. Donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire de ce point de vue-là, Et qu'est-ce que j'ai ça veut jamais dire eu. interdit? Ça veut dire il y a une il y a une il y a je sais pas, il y a
un mot, je sais pas, un article qui est sorti et qui, stipule clairement Non, que quand vous vous allez êtes inter comment est-ce que ça se passe quand quand quelqu'un est interdit d'un pays? quand C'est tu vas bon, déjà, politiquement, tu sais que tu es pas le bienvenu et on te le fait savoir. Puis ensuite, tu peux aller demander, un visa ou tu peux aller demander la possibilité d'entrer, puis on te la donne pas. J'ai eu une seule fois la possibilité, enfin, j'y suis allé 3 fois, mais une fois, j'ai eu une autorisation qui était pratiquement de 5 jours, sous la protection, d'une chaîne de télévision pour laquelle je travaillais. Ce qui mettait bien en évidence que, je n'étais pas le bienvenu en Arabie Saoudite, mais je le sais, je veux dire, et on me l'a fait savoir par plusieurs canaux, et que ce soit administratif et que ce soit politique. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième OK, des choses par rapport ta question, par rapport au rapport à la musique, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de ces questions qui sont posées, parce que pour certains, l'islam s'oppose à la musique, et puis que la musique, et moi, je mais l'ai dit professeur, depuis le début. excuse-moi, je vais encore te couper. C'est vraiment pas une critique, hein. J'ai posé ça en toute je suis pas Non, non, mais musulman, mais c'est mais j'ai des gens d'accord. autour de moi et ça revient à chaque fois ce truc où, limite, on a tendance à te regarder un petit peu, que tu écoutes enfin, c'est pas quelque chose de commun d'écouter de la musique lorsqu'on est un pratiquant. Ça, c'est je dis Ben, vraiment en toute justement, naïveté, je connais pas, je mais maîtrise pas le c'est une très sujet. bonne c'est une très, très bonne question, et c'est bien que, on puisse, y répondre, parce que bien avant que j'écrive, et que je produise Traversée et Tous les courages, moi j'ai pris une position extrêmement claire. En 96, j'écrivais un livre qui, s'appelle, «Être musulman européen», et dans ce texte-là, j'avais un chapitre sur l'art et la culture. Et je mettais en évidence que, et par rapport au dessin et par rapport à la musique, ce qui était propagé et répété par un certain nombre de jeunes et de moins jeunes était islamiquement faux. C'est-à-dire l'idée que l'islam s'oppose à la musique, c'est une opinion parmi tant d'autres, en particulier propagée par certains savants en Arabie saoudite. Et c'est pas la seule opinion, et depuis longtemps, et depuis longtemps. Et donc moi, j'avais pris une position qui mettait en évidence les trois positions qu'il y a chez les musulmans. Une, c'est complètement interdit, d'accord? Ben, ceux qui veulent pas écouter de la musique, ils écoutent pas. Une qui dit c'est possible uniquement avec la voix et sans instrument. Ça, c'est une opinion. Donc, parce que c'est la même chose que la psalmodie coranique, donc on entend la voix, mais il n'y a pas d'instrument. Donc, pour certains, ou avec les drums, c'est-à-dire avec les percussions. Ça, c'est une Mmh. deuxième opinion. Et il y a une troisième qui dit non, la musique, elle est permise, ça dépend de l'intention de l'artiste, de la production elle-même, c'est-à-dire du contenu de ce que l'on fait avec la musique, et quel est le but. Est-ce que ça va être pour que les gens s'éclatent, ou est-ce que ça va permettre aux gens de revenir au sens, et donc le contenu éthique de la production. Et donc ça, c'est une troisième opinion qui existe en islam, et depuis des siècles. C'est pas moi qui l'ai inventé. Simplement, il y a certains musulmans qui vont peut-être nous écouter, ils pensent que plus c'est dur, plus c'est islamique. Plus il y a d'interdits, plus c'est islamique. Non, l'islam, c'est pas l'interdit qui le caractérise. C'est la justesse et l'éthique et le bien. Et quand c'est pour le bien, donc c'est important. Et pour te dire, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas, mais j'avais eu des discussions à l'époque, on était en 94, avec Cat Stevens qui s'est converti à l'islam. Et lui, quand il s'est converti à l'islam, il a tout arrêté en Tu pensant que tu nous c'était donnes un petit interdit. peu de contexte? Qui c'est, Cat Stevens, c'est le niveau à l'époque des Beatles, des Rolling Stones, c'était le numéro un dans les années 60 et 70. C'était une, Ah, une méga star, et il s'est converti à l'islam. Et il a arrêté la musique pendant 28 ans. Et moi, quand je l'avais vu en 94, je lui ai dit, mais non, je veux dire, la musique en tant que telle, c'est pas islamique. Et il y a beaucoup de choses que tu faisais avant même d'être musulman, qui sont extrêmement intéressantes de notre point de vue. Il a arrêté 28 ans, maintenant il y est revenu. Donc maintenant, de nouveau, il chante et tout ceci, en ayant changé son opinion, en disant lui-même, il y a des opinions que je ne connaissais pas. Alors que moi, en 94, je lui avais dit, non, non, cette idée que tout est interdit en islam, c'est faux. Alors, ceux qui te disent aujourd'hui, oui, mais pourquoi la musique? La musique, c'est interdit quand on est croyant. D'abord, malheureusement, ils ont peu de connaissances des différentes opinions de l'islam, et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui n'ont qu'une opinion et ils pensent que c'est la seule, donc ils ne connaissent pas la tradition. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que qu'est-ce que je produis en termes de musique? Quand tu l'écoutes,
Tu es pas en train de te perdre et d'oublier le sens de la vie. Au contraire, tout ce que j'essaye de faire, c'est de ramener ceux qui écoutent au sens de la vie spirituelle, au sens de la vie humaine. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit c'est un texte, C'est un c'est un album recueil humain. humain. C'est Voilà. tout le Et la monde, se troisième des choses, retrouve, tout ce qui est voilà. évoqué comme sujet, c'est la vraie vie, quoi. Ben voilà. Et puis la troisième des choses, c'est aussi spirituel parce que j'ai effectivement, par exemple, le dernier morceau du recueil s'appelle La Voix. La Et voix, c'est ouais. effectivement, si tu écoutes, et puis le passant, ce sont des poésiques de nature spirituelle qui te ramènent au centre, qui te ramènent à l'introspection, à savoir qui tu es, ce que tu veux, où tu vas, comment tu vis par rapport au divin ou par rapport à la nature. Donc voilà, donc à partir d'un certain moment, si tu veux, ma réponse à tous ces jeunes qui n'ont pensé que quand on est, par texte, parce qu'en plus, moi, on me casait dans le côté intellectuel et penseur, eh bien, dans tout ce que j'ai produit en termes de pensée, dans les premiers textes que j'écris, tu trouveras toujours un chapitre sur art et culture. Toujours. En disant, tu peux pas vivre sans art, tu peux pas vivre sans culture, tu peux pas vivre sans expression poétique et sans le beau. Dieu, il est beau, il aime la beauté, c'est ce que nous enseigne l'islam. Et donc, c'est quoi la beauté? Ben, c'est l'art, c'est là. Et donc, j'essaye d'expliquer que euh, moi, de nature, je suis un littéraire. Hein. Moi, ma première maîtrise, elle est en littérature française. Donc, je suis un littéraire et j'aime la poésie. Et même certains sont des littéralistes, vont trouver dans le Coran que les poètes se perdent et tout ceci. Non, il s'agit de certains poètes, de ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Mais il y a une poésie qui est l'expression du beau et de la nature dans laquelle moi je m'inscris complètement. Donc ça, c'est la deuxième, ta deuxième question. Et dans le prolongement, je crois, j'ai oublié la troisième d'ailleurs. Ce que tu me demandais, c'est à la Je fin, vais tu me revenir dis. sur la troisième. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, concernant le dernier titre de l'album, La Voix. Pour ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont pas forcément parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réticences lorsqu'ils entendent, spirituel, et en plus spirituel, Tahir Ramadan, musulman, donc c'est quelque chose qui est hyper ouvert et la spiritualité, c'est pas quelque chose qui, est renvoyé directement juste à la religion musulmane. Ça peut être quelque chose qui il peut avoir des corrélations avec d'autres religions ou pas, juste cette relation entre soi et le monde qui nous entoure, la nature. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ressenti ça, en n'étant pas forcément un pratiquant, religieux. Hem, je ressens en tout cas, ça me parle en tant qu'être humain, en tant que, habitant de cette planète, de cet univers et j'invite vraiment les gens, au moins à avoir cette curiosité d'écouter, heu maintenant, pour ceux qui, veulent faire fi peut-être du texte et tout, juste le son, franchement, et ça permet de rebondir sur la troisième question qui était de savoir le contexte dans lequel est-ce que tu as créé Ah oui, justement cette, production et aussi ce travail de fond, franchement, pour moi, j'ai l'impression, moi qui écoute beaucoup de musique, qui écoute beaucoup, et un peu de tout, il y a un vrai travail au niveau même de l'instrumental, au niveau de je voudrais savoir comment est-ce que tu t'es fait accompagner? C'est quoi le dispositif que tu as mis en place? Comment est-ce que ça se produit, ce type d'album, le temps que ça oui. prend Ben, et écoute, aussi, comment tu trouves, la team qui te permet de pouvoir, faire sortir ça, quoi? alors, par rapport à, la spiritualité, ce que tu dis là, et qui est très, très important. Pour moi, effectivement, il s'agit vraiment de trouver l'universel. C'est-à-dire qu'est-ce qui, de ce point de vue, est universel pour, nous tous? Mmh. Donc, c'est l'universel, c'est effectivement ce que tu dis, c'est effectivement tout ceci. Le passant, moi j'ai eu des retours sur le passant, ou j'ai eu des retours sur la voix de femmes et d'hommes qui sont pas du tout musulmans, qui disent mais ça me parle, on dirait, parce que c'est l'universel, parce que moi c'est ce que j'appelle l'intime universel, c'est-à-dire que la relation au divin, la relation au cheminement personnel, que tu sois croyant ou que tu sois pas croyant, un jour tu te mets en route, tu t'écoutes, tu fais de l'introspection. Et donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est effectivement ça dont il s'agit essentiellement dans le cheminement par rapport à la spiritualité. Donc, pour moi, c'était pas simplement, si tu veux, de là où tu es,
ça va te parler. Donc si tu es, musulman ou si tu es juif ou si tu es chrétien ou même si tu es bouddhiste, parce que par exemple, j'ai eu le retour d'un bouddhiste sur le passant, il m'a dit: «Mais c'est exactement notre tradition». Donc de là où tu es, tu vas l'entendre à partir de tes références à toi, parce que ce sont des références et puis si tu es musulman, effectivement, tu t'aperçois qu'il y a plein d'éléments, qui sont liés. Parce que par exemple, le passant, l'intuition me vient d'une réflexion prophétique qui dit soit sur la terre comme un étranger ou comme un passant. Et donc à partir de là, je construis quelque chose où effectivement la même chose est dite pour les bouddhistes, la même chose est dite pour les juifs ou les chrétiens. Il y a l'idée, on est tous des passants sur la terre. Et puis même dans ceux qui n'ont pas de croyance, même dans la tradition socratique, dans l'ancienne philosophie, ben, on est des passants. Et donc le thème, il vient d'une tradition, mais il parle à toutes et chacun peut l'entendre. Donc ça, c'est particulier. Et c'est vraiment ce travail. Tu sais, j'ai écrit un texte qui s'appelle L'autre en nous, qui est une philosophie du pluralisme. Et j'ai Mmh. travaillé philosophiquement toutes ces dimensions-là. Et donc, à un moment donné, tu reprends tout ceci qui est intellectualisé, puis tu le rends sur le plan littéraire et tu le traduis en art. Et donc, comment est-ce que moi, ça m'est venu? Effectivement, je vais te dire, moi, l'idée d'écrire dans ce domaine-là, il m'est venu, c'est pas maintenant, hein, maintenant j'atteins pratiquement 60 ans, c'est à l'âge de 18 ans où une fois je me retrouve avec à l'époque, certains les jeunes d'aujourd'hui ne le connaissent plus, mais j'étais allé voir, près de Genève, Léo Ferré, Mmh. qui chantait les grands poètes, et qui était lui-même un poète et qui chantait les grands poètes français, puis qui les mettait en musique. Donc lui, il faisait autre chose, c'est-à-dire que la poésie, elle a été faite sans musique et pensée sans musique, et puis il y ajoutait lui une musique. Donc c'est pas exactement la même chose que poésique, mais c'est cette idée que la poésie était déjà là, et donc il la met en... Puis j'étais allé l'écouter, et à ce moment-là, je m'étais dit, j'écrivais de la poésie moi-même, mais à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien aller dans ce sens-là. Et je me suis jamais, j'ai jamais donné suite. Comme depuis l'âge de 18 ans, j'ai envie d'écrire un roman. Et j'avais jamais donné suite jusqu'à ce que j'atteigne 55 ans. Et là, tout à coup, un soir, on se retrouve avec des gens qui ont été très importants dans ma vie au moment des épreuves dernières qui me sont arrivées et qui ont été solides et qui ont été fidèles et qui m'ont permis de faire face. C'est-à-dire que ce soit ma femme, mes enfants et d'autres personnes de la famille, pas de sang, mais de la famille de cœur, Mmh. et qui font partie de la famille. Et on discutait de ceci. Et à un moment donné, on reparle de ceci. Et moi, je dis, moi, j'aimerais bien pouvoir écrire dans ce domaine. Et ça, c'était un soir. Le lendemain, à 5 heures du matin, je me lève et je commence à écrire. Et je commence à écrire des textes et ça m'est venu. Et donc, peu à peu, je commence à produire des textes qui répondent à un besoin de ce moment-là, qui vient de loin, mais qui a été Mmh. avivé par les discussions du moment. Il y avait une Et structure comme ça? C'est pas tu commences par les thèmes que tu veux évoquer ou vraiment tu te laisses porter et c'est comme ça que les sujets viennent? alors non, c'est les thèmes. Souvent, tout à coup, il y a un thème qui m'intéresse. Alors, tu vois, moi, je me connais, je connais les thèmes, ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai des thèmes Mmh. qui sont très dans l'engagement humanitaire et social. J'ai le thème qui est très lié à la spiritualité et à la mystique, d'une certaine façon Mmh. aussi. Et puis, il y a les situations de la vie, parce que effectivement, il se trouve que je vivais à ce moment-là, une situation difficile, ou qui est toujours là d'ailleurs, avec un beau-père qui est atteint d'Alzheimer. Et puis tout à coup, ça me vient d'écrire parce que je le vis de cette façon-là aussi. Et donc, j'ai traduit, ça c'était au moment de traverser. Et donc, voilà. Mmh. Et à ce moment-là, quand j'écris, je pense à un accompagnement musical. Donc, je suis déjà dans cette disposition, mais j'ai pas encore le compositeur. Je ne sais pas comment on va faire. On était même en train de penser peut-être qu'on va trouver des choses déjà faites. Et c'est ma fille, ma plus jeune fille, qui a une vingtaine d'années, qui avait à ce moment-là une vingtaine d'années, et puis qui me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui fait un tout petit peu, on pourrait lui demander ce qu'il en pense. Et c'est ce jeune homme extrêmement talentueux, qui travaillait dans sa niche à lui, qui produisait des choses et qui composait des choses. Et à ce moment-là, on se met en contact et c'est là que se crée, avec lui, puis ensuite avec les gens du studio qu'on a trouvé et les gens qui gèrent le studio, une équipe d'une dizaine de personnes. Et tout se fait ensemble. C'est-à-dire que véritablement, je veux dire, à partir du moment où le texte est écrit, que moi je le dis,
Je travaille avec, Hicham qui compose et donc c'est un aller-retour, on travaille beaucoup. C'est-à-dire, à des moments donnés, c'est incroyable. À des moments donnés, il nous a fait quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire, il a écouté, il a senti et ça a matché tout de suite. Et d'autres qui sont et Lui, en il est intéressé de particulier suite? lui, tout de suite, oui, oui, pour lui, il me disait, tu vois, lui, il disait, il me connaissait pas. En plus, je vais te dire une chose, tu vois, il y a pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire que ce jeune homme, que moi je ne connaissais pas, hem, la première fois qu'on se voit dans le studio, il vient avec son père et son père, il me regarde, il me dit: «Tu te souviens de moi?» Et je lui dis: «Ben non, je me souviens pas». Et il me dit: «Il y a 25 ans, c'est moi qui te prenais en voiture d'une salle de conférence à l'autre à Paris». Et je dis: «C'est pas vrai». En fait, le fils Le a monde est pris comme un petit. honneur de l'appeler parce que son père lui avait déjà parlé de moi à l'époque en lui disant: «Mais je le connais» et voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui Mmh. m'accompagnait en voiture et qui me connaissait, et qui fait qu'à un moment donné, on a constitué ce groupe-là, une famille on est vraiment entre, une bonne dizaine de personnes et on travaille ensemble, donc ça se fait par étapes. D'abord, moi, j'écris le texte, ensuite je discute avec Hicham et Mmh. je lui les donne. Lui commence à composer à partir de ceci, puis ensuite on élargit et puis chacun donne son point de vue, puis lui, il ajuste. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande, du temps, et qui a, de ce point de vue-là, vraiment, on a fait. Et puis c'est extrêmement stimulant parce que en même temps viennent des idées, en même temps on ajuste, en même temps on trouve la bonne sonorité. Hicham a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il a une fibre qui est un peu comme moi, c'est qu'il est extrêmement vite inspiré par ce qui est plutôt la blessure et la tristesse. Les textes sur lesquels il a eu le plus de peine, c'est les textes plus joyeux. Tu vois, celui, par exemple, sur l'amour et nos mains, là, il a plus de peine parce que C'est il tellement faut, il faut- paradoxal. c'est tout à fait paradoxal. Mais euh, c'est vrai ce que disent les poètes d'une certaine façon, hein, c'est souvent la tristesse qui fait les chants les plus beaux. Et donc ça nous inspire beaucoup. C'est plus facile finalement de trouver quelque chose de l'intérieur de nos tristesses qui puisse artistiquement être parlant que de faire quelque chose de beau à partir de nos joies, étonnamment. C'est paradoxal, mais c'est humain. Effectivement, moi je vois même le rapport avec, l'univers dans lequel j'évolue, l'entrepreneuriat. Généralement, c'est, par rapport à une douleur, une frustration personnelle que, on va justement, essayer de solutionner, de trouver, bien sûr dans la douleur, une solution, ou un élément qui permettrait de commencer à imbriquer comme ça des éléments de solution. Hem, donc si je reviens sur la question de tout à l'heure où tu expliquais, les interprétations, de pouvoir, en tant que musulman pratiquant, d'écouter de la musique, on comprend très vite qu'il y a, je sais pas si je peux parler de problème, mais il y a un point hyper important qu'on peut retrouver, chez plein de personnes, surtout chez les jeunes, le problème de l'interprétation des textes. C'est, vraiment, je le dis avec beaucoup de recul, j'ai pas envie qu'on vienne me taper dessus, je suis pas un expert du sujet, mais je pense qu'il y a un gros problème d'interprétation. C'est hyper complexe aussi, les textes sont souvent hyper compliqués, surtout pour ceux qui, justement, sont nés en Occident et qui n'ont pas cette maîtrise native de la langue parce que généralement, j'imagine, les textes sont en arabe et ensuite il y a une réinterprétation, une réappropriation de ces textes dans d'autres langues qui sont parfois hyper compliqués à à traduire littéralement parce que c'est des trucs où il faut comprendre dans le contexte de la langue parce que peut-être dans le contexte d'une langue occidentale, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qu'on peut clairement moi, je le vois même avec ma langue. Moi, je suis originaire du Cameroun. Heu, dans mon dialecte, il y a des trucs qui sont hyper compliqués à traduire en français. Il faut que tu le comprennes dans le dialecte pour pouvoir avoir du contexte. Sinon, dans une autre langue, même si on met un petit peu c'est pas tout à fait ça la traduction et moi, je me demande justement, ce serait peut-être intéressant, de à à partir de plusieurs interprétations, amener justement les gens à mieux comprendre justement le texte, les textes coraniques pour avoir une vision beaucoup plus large et pas juste, sombre comme ce que peut-être on voit plus dans les médias où,
on va dire que la religion musulmane, c'est une religion le terme qui est plus employé, c'est plus cette religion, c'est comme quelque chose de, un manifeste politique qui dicte en fait comment est-ce que la vie ou comment est-ce que la société devrait se comporter ou vivre. Je sais pas si ce que toi tu penses par rapport à ça. Bah, je pense que c'est tout à fait vrai. Je vais t'expliquer ma méthodologie depuis maintenant 40 ans que j'interviens moi sur la scène et sur les questions de l'islam, plus de 30 ans maintenant où je suis intervenu souvent. Comment est, comment je me suis toujours positionné? Parce que ça, c'est important par rapport à ce que tu dis, l'interprétation. Moi, j'ai 3 temps, d'accord? 3 temps. Le premier temps, et ça, c'est depuis le début, hein, dans un premier texte que j'avais écrit sur ces questions-là, les musulmans dans la laïcité, qui date de 93. Donc, tu vois, ça fait pratiquement maintenant, on est à 30 ans, le premier texte produit. Et avant ceci, qu'est-ce Mhm, que je fais? Je fais trois choses. Sur un sujet donné, quel qu'il soit, la musique, ou par exemple la vie en Occident, ou par exemple vivre dans une société qui n'est pas majoritairement musulmane, ou sur la tenue vestimentaire, ou sur le foulard, etc. On est d'accord? Des choses qui font polémique mhm, aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà quels sont les textes de référence. Donc déjà, il faut connaître les textes. Et c'est là où tu as raison, c'est que les textes, d'abord, un, il faut connaître la langue. Deux, il faut les connaître, les textes, parce qu'il y a un corpus qui est énorme, hein. Il y a tout le Coran, puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la tradition prophétique, c'est tout ce qu'a dit, fait et accepté le prophète de l'islam. Donc, c'est les hadiths, qu'on appelle aussi la sunna, mais c'est surtout les hadiths. Et donc là, il y a tout le corpus de texte. Alors, je ramène tout le corpus de texte sur le sujet en question. Deuxième étape, qu'est-ce que je mhm, fais? Et c'est là que c'est important, c'est de dire, ça, c'est les textes. Mais à partir de ces textes-là, voilà les interprétations historiques qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a des savants, dès l'origine, ils n'étaient pas d'accord. Donc, il y a des interprétations différentes. Puis, à travers l'histoire, il y a d'autres interprétations. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple clair. Quand moi, je suis rentré dans le débat, tu vois, je vais prendre un truc très, très massif, d'accord? Il était dit, et on répétait partout, celui qui change de religion et qui quitte l'islam, on le tue. Sur la base d'un texte, enfin sur deux, mais un essentiel, qui dit en arabe, "Man baddala dinahu faqtuluh", celui qui change de religion, tuez-le. Donc, majoritairement, la position, c'était, tu n'as pas le droit de changer de religion en islam. Si tu changes ta religion, tu le tues. Donc ça, ce sont des textes. Alors moi, j'ai ramené tous les textes qui parlent de ça. En les contextualisant, parce qu'il faut les contextualiser. D'accord? Il faut les contextualiser. Et ensuite, j'ai dit, mais quels sont les avis des savants? Au lieu de dire aujourd'hui, comme on a des jeunes maintenant qui viennent, qui sont des littéralistes et qui sont durs, qui disent on n'a pas le droit de changer de religion en islam, je dis, mais attendez, vous ne connaissez pas l'histoire de l'islam et vous ne connaissez pas les opinions. Parce que dès le 8e siècle, il y en a un qui a dit, et il n'est pas le seul, qui a dit non, c'est pas quand tu changes de la religion. Ça faisait référence à l'époque à ceux qui changeaient de religion pour aller dans le camp ennemi et qui étaient des traîtres de guerre. Et donc, ils allaient donner des informations à l'ennemi pour que ceux-ci puissent mieux attaquer les musulmans. Donc, c'est pas changer sa religion, c'est trahir ce qu'on appellera aujourd'hui les traîtres de guerre. La trahison de guerre est d'ailleurs dans les plus grandes armées du monde considérée comme une peine de mort. À l'époque, c'était ça. Donc, c'était cette référence-là. Je dis, mais attention, vous voyez que si vous lisez littéralement le texte et que vous ne le mettez pas en situation, vous comprenez mal les choses. Parce que Soufiane el-Saouri, au XVIIIe siècle, il dit, non, 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 celui qui change de religion, on ne le tue pas, et il y a de multiples exemples. Au point que j'ai écrit une vie du prophète, une biographie du prophète, en montrant qu'il y en a 5 de son vivant qui changent de religion, il ne les a pas tués. Donc, deuxième étape de mon travail, c'est de dire, ben voilà les différentes interprétations qu'il y a historiquement. Et vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Ça, c'est le deuxième étape. La troisième étape, quelle est-elle? Qu'est-ce que je pense être la meilleure position pour notre époque au vu de notre contexte et par rapport à notre réalité? Donc, tu vois, voilà les textes, voilà les interprétations. Quelle est, à mon avis, la meilleure? Est-ce que ça veut dire que quand je dis quelle est la meilleure, je disqualifie les autres? Non. Celui qui veut pas écouter de musique aujourd'hui, bah t'écoutes pas. Mais tu viens pas me dire que moi je suis moins musulman que toi, parce que dans la tradition, il y a des gens qui ont dit que la musique c'était possible.
Si maintenant tu penses qu'il faut tuer tous ceux qui sortent de la religion, ben ça c'est ton opinion. Mais tu peux pas ne pas me dire que dans l'histoire de l'islam, il y a eu d'autres opinions. Donc cette méthode-là, elle est une méthode qui est un peu complexe, mais elle est la seule, à mon sens, qui soit honnête. Voilà les textes, voilà les interprétations, laquelle tu prends. Voilà. Mais l'idée que parce qu'on a un texte coranique qui est le même pour tous, on a les mêmes interprétations, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que depuis le début de l'islam, on a différentes interprétations et c'est la même chose dans le judaïsme et c'est la même chose dans le christianisme et c'est la même chose dans toutes les religions. Toutes les religions ont différentes interprétations. Donc aujourd'hui, ce qui manque à certain nombre de nos jeunes aujourd'hui, puisqu'on parle de France ou dans le monde francophone ou même en Afrique, c'est qu'il y en a certains, ils ont les textes, ils n'entendent qu'une seule interprétation, puis ils viennent ensuite juger tous les autres à partir de la seule interprétation en disant ça c'est la vérité. Et souvent d'ailleurs, ils prennent l'interprétation la plus dure, parce qu'ils ont l'impression que plus c'est dur, plus c'est islamique. Mais il dit, mais un, vous ne connaissez pas tous les textes, deux, vous ne connaissez pas toutes les interprétations, puis vous vous faites juge de tout le monde, alors que vous ne connaissez pas qu'il y a des grands savants de ce point de vue-là qui ont des opinions qui sont différentes des vôtres. Donc on a un problème de peu de connaissances, tu vois, on juge aussi rapidement qu'on a peu de connaissances. C'est-à-dire que moins tu connais, plus tu juges vite. Alors que plus tu connais, plus tu suspends ton jugement, tu dis, attends, il y a différentes opinions sur le sujet, donc il faut suspendre son jugement et puis il ne faut pas aller trop vite. Et ça, on a envie de dire aux jeunes, mais soyez un peu plus sages, c'est pas parce que tu as 2 semaines de connaissances islamiques que tu es devenu un grand savant, c'est parce que tu connais une seule opinion que tu vas pouvoir te juger. Par exemple, moi j'ai interpellé ceux qui viennent vers moi et qui me disent, oui, la musique et tout ça, mais je veux dire, quand je discute avec eux, je vois bien qu'ils ne connaissent pas leur tradition. Ils ont juste entendu un savant ou un jeune là qui leur a dit sur, tu sais, les imams 2.0 là, qui disent une opinion et puis ils le suivent. Tu peux le suivre, mais c'est une opinion parmi d'autres. Yes. Ouais, parce C'est qu'aujourd'hui, on assez a intéressant. Chernobyl, on a des nouveaux chiours maintenant qui sont ceux qui viennent d'Internet. Et moi, je suis respectueux de ces jeunes parce que beaucoup de ces jeunes, certains ont appris leur religion, ils essayent de faire de leur mieux. Mais ce que je leur propose toujours, c'est soyez humbles, dites que c'est votre opinion parmi d'autres opinions et ne radicalisez pas l'affaire. C'est assez intéressant, cette façon de voir les choses. Et aussi le parallèle que tu fais avec les autres religions quand tu dis qu'il y a aussi ces éléments d'interprétation, que ce soit pour du judaïsme, que ce soit pour le bouddhisme ou je sais pas d'autres. Il y a plusieurs textes, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais pourquoi justement, euh, particulièrement pour la religion musulmane, médiatiquement, c'est où il y a plus de tapage? Pourquoi est-ce que, au même titre que les catholiques qui aussi ont eu des pratiques, on va le dire, dans le passé, pendant l'Inquisition, peut-être même pire même que les guerres musulmanes de l'époque. Donc, pourquoi est-ce que ça tape beaucoup plus sur les musulmans aujourd'hui que les autres religions qui existent aussi et en bon nombre, quoi. Je ne pense pas que ce soit les musulmans qui soient les plus majoritaires. Il y a plein de juifs, de catholiques aussi. Moi, c'est quelque chose que je me pose toujours. Je ne sais pas si c'est parce que c'est clair que les médias, lorsqu'ils font une fixette sur un point en particulier, ben forcément, ils auront tendance à donner l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Mais pourquoi, si c'est les mêmes problématiques qu'on rencontre sur les autres religions aussi? Ben, écoute, par rapport à la question de l'islam aujourd'hui, et en particulier en Occident, il faut te rendre compte que ce n'est pas uniquement en France, c'est un phénomène transnational. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de musulmanes et de musulmans qui sont présents en Occident. Donc il y a une nouvelle visibilité. Pendant 20 ans, ils étaient dans les banlieues, dans les cités, on ne les voyait pas. Et tout à coup, les enfants des enfants, parce qu'on est maintenant, on atteint la 5e génération, ils sont très présents, ils sont très visibles. Et donc, ça pose un problème parce qu'on a espéré pendant un temps qu'ils allaient moins pratiquer. Or, il se trouve qu'ils pratiquent plus et souvent quand ils sont le plus éduqués. Si tu regardes en termes d'étudiants, plus ils sont éduqués, plus ils pratiquent. Et donc, tu as maintenant le mois du Ramadan où il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Il y a des mosquées qui sont de plus en plus visibles et puis il y a une tenue vestimentaire. Et à un moment donné, quels sont ceux qui vont médiatiquement être les plus intéressants? Moi, si tu veux, médiatiquement, je ne suis pas très intéressant parce que je suis trop lisse.
puisque je dis on peut vivre ensemble, on n'a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Comme j'étais trop lisse, on a dit oui, oui, mais ce qu'il dit à la télévision, c'est pas ce qu'il pense. Il pense autre chose. En fait, il est doux devant, dur derrière. Donc on t'invente un double discours parce que justement, tu es en train de leur dire, mais on n'a aucun problème, nous, à vivre en Europe, on n'a aucun problème à vivre aux États-Unis. Donc ils vont, ce qu'on a connu sous la colonisation. Quand quelqu'un Mmh. venait et qui a trop de sagesse dans son propos, on va lui supposer des intentions qui sont différentes. Et ceux qui sont le plus intéressants médiatiques, c'est pas ceux qui appellent à la conciliation, ce sont ceux qui sont dans le clash. Et donc, on va faire apparaître un certain nombre de personnes qui sont dans l'opposition et on va leur donner une possibilité. Et le meilleur exemple de ça historiquement, tu l'as sur le plan américain avec la figure de Malcolm X. Malcolm X, pendant pratiquement 20 ans de sa vie, il est en train de dire les blancs sont racistes, de toute façon, il n'y a pas de possibilité. Et là, il a une couverture médiatique incroyable. Pourquoi? Parce qu'il est dans le clash. Donc les médias, ils sont intéressés. Ça te fait du buzz, ça. Je veux dire, sur Internet, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait du buzz? Pas le clash. La discussion comme nous, là, nous deux, là, on va pas faire 4 millions de vues demain. Parce que c'est trop soft. On est trop dans la construction et dans la pensée profonde. Maintenant, si on se rend compte et qu'on se clash comme tu vois, comme avec Zemmour ou les choses comme ceci, le clash, c'est le public, c'est la controverse. Donc, il faut transformer la présence de l'islam en problématique de clash. Et donc, on va choisir le foulard, le burkini, la laïcité, etc., etc. Ça fait 40 ans que ça dure. Hein, on revient systématiquement. Ça fait des clashs. Et donc là, ça te fait de l'audience. Et là, ça te fait de l'argent aussi, parce que l'islam, ça fait faire de l'argent aujourd'hui sur ceux qui clashent tout le temps. Mais la parole sage, la parole du vivre ensemble, de l'agir ensemble, celle-ci, elle n'est pas intéressante. Et quand Malcolm X change dans les 2 dernières années de sa vie, il dit non, 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 je me suis trompé. C'est pas les noirs contre les blancs, c'est les hommes de justice et d'égalité ensemble, qu'ils soient noirs ou blancs, contre les injustes. Ben là, tout à coup, il est moins intéressant. Là, les médias disparaissent. C'est-à-dire que quand il devient sage, plus de caméras, mais quand il clash, les caméras. Et en particulier aujourd'hui avec la nouvelle visibilité de l'islam. Et ça, il faut que nos concitoyens, que nous-mêmes, on le comprend. C'est-à-dire que on ne rend visible médiatiquement que ceux qui permettent de confirmer l'idéologie dominante, c'est qu'on a un problème avec l'islam aujourd'hui. Alors qu'il y a 99% des musulmanes et des musulmans qui n'ont aucun problème avec l'Occident aujourd'hui et qui vivent au quotidien silencieusement, mais ceux-là, ça ne les intéresse pas parce que justement, ils ne font pas la une des médias et puis ils ne font pas de l'argent. Et la une des médias, ça passe par Mais le si clash. si on revient sur ce point-là justement de ce problème avec, l'islam, je rebondis, hein, c'est toi qui as parlé de lui, d'Éric Zemmour, lorsqu'il dit par exemple que c'est un manifeste politique, que la religion musulmane, ils parlent souvent de la Oumma et que leur objectif c'est de, envahir, de venir remplacer justement, ceux qui étaient là avant, la culture qui était là avant. Vraiment, si on prend de la hauteur, sans vraiment aller rentrer dans ce jeu de clash, de buzz, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça? Par rapport à, ces problématiques qu'il évoque d'intégration, et devenir comme ça d'une population qui vient en tout cas de mœurs et de culture qui viendrait remplacer, heu ce qui était là avant. Il parle souvent, de l'Occident, de la France qui est un pays, de religion juive, et tout ce discours qu'il a l'habitude de faire vraiment en prenant beaucoup de hauteur sans forcément aller dans l'invective parce que, je suis pas un partisan d'Éric Zemmour non plus, hein, Mm. mais il y a des choses quand tu l'écoutes, tu as quand même envie d'aller ouvrir des bouquins, de lire, quoi. Franchement, il est très intelligent, et justement parce qu'il est très intelligent, c'est facile pour lui d'utiliser justement toute cette culture, toute cette bibliothèque pour, orienter son discours vers ce qui l'arrange le plus
Donc, je sais pas ce que toi tu penses par rapport Alors à ça? alors bon, moi, j'ai débattu plusieurs fois avec lui et ce que j'aimerais dire par rapport à lui, bon, son intelligence, il y a une intelligence, c'est certain. Et souvent, on a dit qu'il était très cultivé. Le problème, c'est qu'il est cultivé par rapport à la moyenne de ceux qui sont cultivés sur les plateaux de télévision. C'est-à-dire que c'est une culture qui est tout à fait relative. Il sait juste un peu plus que ceux qui l'interpellent, parce que ceux qui l'interpellent en général sur les plateaux de télévision, ils ont peu de culture et peu de connaissances. Donc il a systématiquement la possibilité d'avoir un peu plus que ses interlocuteurs. Mais quand il parle et quand on est en face de lui et puis qu'on connaît le sujet, eh bien, toi, tu as fait référence à l'émission qu'on a faite ensemble en 2009. Bah, tu t'aperçois qu'il ne connaît pas le sujet, qu'il répète des choses, c'est-à-dire qu'il répète des choses qui sont problématiques sur le plan historique, sur le plan religieux déjà, sur le plan de la théologie, si on doit parler de ce terme-là, sur le plan historique et sur le plan, par exemple, il dit le seul pays d'immigration en Europe, c'est la France. Je dis non mais attends, je veux dire, c'est n'importe quoi, et l'Angleterre et tous les autres pays. Donc, Et l'Allemagne, moi je suis en Allemagne là, il y a une panoplie évidemment, toute de profils l'immigration qui turque et tout ouais. ceci, c'est incroyable. C'est absolument incroyable de penser des choses pareilles. Mais ça passe quand ton interlocuteur, il sait pas. Donc, il a une intelligence à être juste au-dessus de l'ignorance de ses interlocuteurs qui connaissent pas les sujets. Ça, c'est un. La deuxième des choses que tu dis, qui est intéressante, c'est qu'il pose un certain nombre de questions et qui sont des questions sur l'avenir de l'Occident. Et là, il faut lui répondre avec une connaissance historique et une connaissance des chiffres, des réalités aujourd'hui. Parce que lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, voilà des millions d'immigrés de confession musulmane qui s'installent et ils vont changer la culture et la religiosité en Occident parce que ça sera ce qu'il reprend de Renaud Camus, c'est-à-dire le grand remplacement. Donc ici, il faut arrêter en disant non, 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 mais regardons les faits. Historiquement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans tous les pays occidentaux, ou que ce soit aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 ou 4 dernières générations? Eh bien, les musulmanes et les musulmans ont pris la nationalité du pays, ils respectent les lois du pays, ils ont leurs pratiques et ils ne changent rien à la culture générale. Ils font simplement partie d'un mouvement historique naturel qui a toujours été, ça s'est fait en Afrique de la même façon que ça s'est fait en Asie, que ça s'est fait partout. Les migrations font partie de l'histoire des hommes et qu'à un moment donné, la véritable question c'est est-ce qu'ils remettent en cause le cadre légal dans lequel ils sont? Non. Au contraire, ce qu'ils demandent du pays dans lequel ils sont, c'est que l'on respecte leurs droits comme le droit des autres, c'est-à-dire ils veulent les mêmes droits. Et les mêmes droits, ça veut dire le même droit à la pratique, les mêmes droits à la liberté. Donc, quand ils veulent les mêmes droits, ce qu'on leur dit, c'est bah, en fait, vous ne voulez pas vous intégrer. Ben non, au contraire, la quête de l'égalité des droits est la traduction réelle de l'intégration légale et sociale. C'est ça qui est important, et culturel aussi. Donc aujourd'hui, ce que moi je lui réponds, je lui dis, ben, il parle le français comme les Français, il parle l'allemand comme les Allemands, il parle l'anglais comme les Anglais, ils sont devenus du pays, ils portent leur nationalité avec fierté, et il se trouve qu'ils sont de confession musulmane. Donc on ne peut pas, de ce point de vue-là, ne pas reconnaître qu'historiquement, contrairement à ce que disait Moore, l'intégration a fonctionné. Maintenant, lui, il va plus loin, parce que lui, il pousse, c'est l'extrême droite, lui, il va plus loin, il dit, oui, mais pour vraiment être intégré, il faut changer de nom. Non, mais attends, je veux dire, depuis quand est-ce il y a un nom allemand, il y a un nom, même Eric, il n'est pas français, son nom. Donc, si on regarde l'expression, c'est un nom qui a une histoire qui vient aussi de l'immigration. Lui aussi, c'est un immigré. Simplement, c'est un immigré de plus longue date. Donc, à partir d'un certain moment, nous, ce qu'on doit mettre en évidence, ben oui, moi, je peux m'appeler aujourd'hui Tariq et être complètement suisse de nationalité. Et puis, ça veut dire que l'avenir de la Suisse, ce sera d'avoir des noms de différentes origines parce que la migration fait partie de la vie et qu'il faut l'accepter. La question, elle n'est pas de savoir comment je m'appelle, la question est de savoir comment je me comporte. Oui, comment je me comporte dans le respect des lois et dans le respect de la société. Et donc, entendre ceci, il faut lui répondre, mais il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel on nous amène, qui est un piège de systématiquement nous parler comme si on était étranger, comme si on était à l'extérieur du pays qui pourtant nous a vu naître et nous a vu grandir. Effectivement. Hem
Tariq, moi, j'aimerais te ramener encore sur, l'album parce que c'est quand même le sujet principal. Heu, le titre, c'est, «Tous les courages». Pour toi, qu'est-ce que le courage? Ben, ça, c'est une bonne question, une de plus d'ailleurs, puisque, je pense que les sujets que nous abordons sont des sujets tous importants. Heu, le courage et tu sais que bon, ça, ce qui est sorti, c'est le recueil, le tome 1. Le tome 2 va sortir normalement à la Mmh. rentrée en septembre. Il est déjà fini, mais il À un sortira en moment, c'était septembre. même pas disponible, hein. Ah, j'ai d'abord eu peur parce que je sais qu'à un moment, il y a les gens d'Amazon qui t'ont un petit peu boycotté sur le bouquin d'avant, sur, je crois que c'était droit Bien de sûr, réponse, je me rappelle plus le devoir de titre, vérité. Devoir Devoir de de vérité. vérité. Mmh. J'ai eu peur parce que là, j'essayais de booker, je vais sur la Fnac, Amazon, parce que c'était disponible nulle part, mais c'était pas spécifié que c'était interdit. Ça disait juste qu'il y avait pas de que c'était il y avait pas de truc en logistique, donc Alors ce qu'il faut c'était juste un savoir, c'est problème de ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient d'être sorti en livre, en fait. Donc, on a un livre avec, dès que tu lis le texte, tu as les lyrics, tu as les mmh paroles, et puis tu as un code un QR code, et puis tu vas QR code, ouais. directement, ça t'amène directement sur la chanson que tu peux écouter en même temps que tu as le texte. Donc, le livre vient de sortir là, maintenant, il y a 10 jours. Donc, OK. c'est un livre avec les textes. Donc Alors, c'est pas le interdit, courage, on peut l'avoir. non, 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 bah, on va voir si Amazon OK. va, Parce que là, il y parce a de cela, qu'effectivement, je il y a crois eu 2 ou 3 semaines, là, tu tapais, c'était disponible nulle part et j'ai eu peur. Je me suis dit, «Oh là encore de la censure». non, non, mais il y en a eu avec, la Fnac et Amazon, effectivement, ils distribuaient. Disons que Amazon distribuait quand même, mais c'était avant qu'il y avait, ils faisaient en sorte que le texte ne puisse pas apparaître, donc OK. ou que le livre ne puisse pas être acheté. Donc ici, le courage, pour moi, si tu veux, le courage, c'est cette disposition intellectuelle et personnelle de conscience, de regarder les choses telles qu'elles sont et de se donner la force de pouvoir les confronter. Et donc, c'est déjà de soi à soi, de se regarder droit dans les yeux, de regarder ses faiblesses parfois, ses vulnérabilités, ses blessures, et puis de pouvoir y faire face sans se mentir. Donc, c'est une exigence de vérité. Donc, d'abord, une exigence de lucidité, regarder les choses telles qu'elles sont, une exigence de vérité, c'est-à-dire ne pas essayer de se mentir, et puis une exigence de faire face, c'est-à-dire de s'engager à pouvoir assumer soit ses faiblesses, soit ses contradictions. Ça, c'est personnel, mais c'est aussi dans sa famille ou dans sa vie faire face aux épreuves, c'est-à-dire avoir un devoir de lucidité. Voilà, j'ai une épreuve, elle m'arrive. Devoir de vérité, justement le titre du livre, c'est de se regarder en vérité, de se dire ben, comment je fais face à cette épreuve qui peut m'amener la mort, qui peut m'amener la maladie, qui peut m'amener, et puis de pouvoir assumer, et puis de s'engager à trouver l'énergie, la force intime, personnelle et même sociale de pouvoir résister. Donc ça peut être personnel par rapport à qui je suis, personnel par rapport aux épreuves que je vis et social par rapport aux injustices auxquelles il faut faire face, c'est-à-dire l'injustice sociale, tu vois, par exemple, on parlait du vote, mais dans le premier recueil, Mmh. je parlais de la prison, de ce système qui renvoie les gens en prison, où je parle de quel droit, aussi de quel droit est-ce que vous me jugez comme ceci, de la différence des délinquances, quand on est le délinquant en col blanc et qui va jamais en prison, puis le délinquant pour quelques grammes de drogue et qui fait 10 fois la prison et qui n'en sort pas, ces injustices-là. Et donc, il y a aussi le rapport, par exemple, dans Ouais, ce mais il faut quand dernier, même nuancer, hein. On dit pas que c'est bien, on fait juste, on essaye de mettre en lumière parce qu'il y a des gens qui vont s'arrêter juste sur ces 2 phrases-là. On dit pas que c'est bien de vendre la drogue, non, non, moi donc je ne dis le contraire, je ne dis pas ça. Ce que je suis en train de, bah, c'est bien que tu précises, oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a des injustices. C'est-à-dire mmh que on peut ne pas faire de prison quand on vole 2 millions, et puis on fait des années de prison quand on a 10 grammes. Avoir 10 effectivement. grammes, c'est pas bien, La mais le lucidité en système, tout cas, d'avoir un petit peu de lucidité par rapport à ces 2 par rapport à éléments-là et ouais. exactement, voilà.
Et puis, ben, dans le dernier recueil, je parle aussi des vendeurs et des vendus, c'est-à-dire, ceux qui critiquent, ceux qui achètent les armes et puis, qui ne disent rien sur ceux qui les vendent. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, comme la Chine, comme la France, ce sont les plus grands vendeurs d'armes à des régimes qui sont des régimes sans justice et qui sont des dictatures. Donc, le courage, c'est ça, c'est de regarder tout ceci avec un principe de lucidité, un principe de vérité et un principe d'engagement. Voilà. Et ce courage-là, il est nourri fondamentalement par une confiance qu'il faut avoir, soit en sa foi en Dieu, soit en soi-même, soit dans la capacité de l'homme à résister aux injustices. C'est pour ça qu'il y a tous Est-ce les qu'avoir courages. du effectivement, tous les courages, justement, c'est bien que tu mentionnes tous les courages. Est-ce que avoir du courage implique à faire du mal, faire souffrir l'autre malgré lui, hein, malgré soi-même, hein, mais de justement, je fais un peu le parallèle en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise où des fois, bah, pour que l'entreprise survive, il faut avoir le courage, bah, de licencier. Je dis, c'est pas le bon terme. Il y a un terme normalement plus, plus soft, mais que j'arrive pas à trouver là à l'instant. Mais de parfois se séparer de certaines personnes pour permettre à l'entreprise de survivre. Est-ce que le courage dans cette démarche-là, s'il faut intellectualiser cela, est-ce que ça implique d'accepter que, ben, on va parfois faire du mal à d'autres personnes, quoi? Oui, bien sûr que le courage ou l'expression de prendre son courage à deux mains pour dire des vérités, ça peut faire du mal à celui qui va l'entendre, celle ou celui qui va l'entendre. La question, elle n'est pas simplement de savoir si on va faire du mal ou pas, ou si on va blesser. La question, c'est l'intention qui nous porte à le faire. C'est-à-dire que si on aime quelqu'un, si on aime une femme ou un homme, amicalement ou amoureusement, à des moments donnés, pour son bien, à elle ou à lui, il faut dire des vérités. Il faut lui dire des choses. Et donc, effectivement, ça peut lui faire mal. Mais notre intention, c'est pas de lui faire mal pour lui faire mal. Notre intention, c'est de dire une vérité pour lui permettre à elle ou à lui de s'améliorer. Donc, ça peut être une situation comme ça. Dans le plan du travail, quand on est dans une entreprise, et puis il en va de la survie de l'entreprise, et puis qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, sont dans une situation qui ne permettent pas à l'entreprise de survivre ou qui sont contre-productifs par rapport à la survie de l'entreprise ou par rapport à son engagement, il faut prendre des décisions. À un moment donné, il se peut qu'il faille avoir le courage de dire les choses, soit à ses employés, soit à ses collaborateurs, avec l'intention, non pas simplement de leur faire du mal et de s'écarter d'eux pour ce qu'ils sont, mais de leur faire comprendre dans le cadre du projet qu'on a de ce point de vue à prendre des décisions qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Et donc, après, c'est l'intention qui va mettre en évidence la qualité du courage. Mais le licenciement sans explication n'a rien à voir avec l'exposé d'un projet collectif et qui dit, voilà, la situation dans laquelle on est, et il va falloir prendre des décisions. Et puis ensuite, tout dépendra ensuite de comment on accompagne les gens une fois que la décision, parce que se séparer de quelqu'un, c'est une chose. Accompagner la séparation en est une autre. Il y en a qui se séparent en se sauvant, et il y en a qui se séparent en accompagnant. C'est se séparer en accompagnant qui est l'attitude digne. Se séparer pour se sauver, ça. Donc, encore une fois, on est dans une question de contexte, on est dans une question de discussion, on est dans une question de. Et il faut avoir le courage, à des moments donnés, de se séparer, mais il faut avoir l'humanité d'accompagner. Et il y a des courages qui sont humains, et puis il y a des courages qui sont inhumains. Et les courages inhumains ne sont plus des courages, c'est juste des fuites. Effectivement. Il y a quelque chose que je voulais aussi que tu me confirmes là, je crois que c'est le deuxième titre, non, oui, le deuxième. Et nos mains, là, j'avais l'impression que c'était un truc qui s'adressait directement à ta femme. Enfin, ça décrit, tu Complètement. parles de nos petits-enfants, c'est vraiment hyper touchant et Bah écoute, les c'est choses.
que les choses soient claires. Je ne serais pas en face de toi là maintenant à te parler après l'épreuve qui m'est arrivée, si elle n'avait pas été là. C'est-à-dire ma Ouais. femme et mes enfants effectivement ont été, tu sais, dans cette épreuve-là, j'ai perdu, beaucoup de gens qui disaient m'aimer, qui étaient avec moi quand il y avait de la lumière, tu vois? Puis qui ont disparu quand il y a Mmh. eu l'épreuve. Il se trouve que ma femme, a été toujours présente avec beaucoup de dignité et beaucoup de force. Et ce texte, finalement, c'était un texte que je lui avais écrit dans l'idée, effectivement, d'en faire une poésie. Donc, c'était écrit avec cette idée-là et que je lui avais remis le jour de son anniversaire il y a précédent, pas ce dernier. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est un témoignage d'amour, de reconnaissance et de cheminement depuis plus de 36 ans maintenant. Ah, c'est hyper touchant, j'invite les gens à aller écouter cela. J'ai pas forcément envie de revenir dans les détails de l'affaire, il y a suffisamment d'informations sur internet et c'est m pas non plus le but de cette émission. J'aimerais cependant que tu nous parles un petit peu de la partie carcérale, vu que tu l'as un petit peu évoqué. Qu'est-ce que c'est en fait de vivre, cette situation-là, surtout dans le contexte, de l'époque? Parce que je sais que tu avais une situation, ta santé n'était pas forcément, tu pas forcément au top, psychologiquement et aussi, de l'univers d'où tu viens, tu vois? Tu étais un intellectuel, tu as enseigné dans une université prestigieuse et j'imagine que tu es pas forcément proche de cet univers-là, sauf quand peut-être, tu allais, peut-être en banlieue pour essayer de faire des conférences auprès des jeunes, ou des gens qui sont en situation un petit peu défavorisée. Comment est-ce que tu vis cette épreuve? Comment est-ce que tu trouves le courage justement de continuer ou d'avoir envie de vivre après cette épreuve? Bah, écoute, Je rebondis sur l'album, ouais, hein. Je fais le ah ouais, parallèle non, avec l'album. tu raison. Je veux dire, moi, j'étais pas du tout préparé à ça. Je connaissais l'univers carcéral par le fait que pendant des années, je rendais visite à des personnes en prison. Donc je l'ai fait au Canada, je l'ai fait en Afrique, j'ai fait plusieurs visites dans beaucoup de pays, dans les prisons, où j'allais à la rencontre des détenus et où je partageais avec eux, des expériences de vie où on apportait une parole qui était réconfortante et qui leur disait toujours, ben, garder la force, garder la foi, d'une certaine façon, on se sort toujours de situations. Et finalement, je me suis retrouvé contre toute attente, je m'y attendais pas du tout, je venais pas du tout de cet univers-là, effectivement, en prison. Et euh, ça a été extrêmement difficile. Je te cache pas que les premiers moments, ça a été une véritable tremblement de terre intérieur. Et ce qui m'a permis, d'une certaine façon, parce que leur but, et ils le disaient pour certains d'entre eux, c'était de me laisser pourrir en prison et puis de me détruire d'une certaine façon. Pour ce qui me concerne, il y avait en plus, comme tu l'as dit, un élément, une circonstance aggravante, c'est que j'avais la sclérose en plaques et donc ça s'est énormément aggravé. C'est totalement incompatible avec l'incarcération parce que c'est une prison, c'est une maladie qui justement est très psychologique et qui à un moment donné, le choc carcéral et l'incarcération fait en sorte que comme ça touche des lésions cérébrales, ça peut avoir un impact et puis ça peut s'aggraver. C'est ce qui s'est passé puisque je suis sorti de prison d'abord en chaise roulante puis ensuite en déambulateur. Donc la situation, elle a été particulièrement difficile de ce point de vue. Donc j'avais ces deux éléments-là, c'est-à-dire, et à un moment donné, j'étais à l'isolement en plus, hein, je ne pouvais voir personne, je n'avais les surveillants, donc j'étais isolé, malade, avec une maladie qui s'aggravait, des maux de tête permanents, une difficulté, et puis j'y ai perdu d'une certaine façon une partie de ma mémoire. Après, les choses sont revenues, mais ça a été extrêmement douloureux sur le plan physique. Mais il se trouve que, comme je te l'ai dit, j'avais ma femme et mes enfants qui ont été présents tout le temps pendant toute cette période, même si on m'a coupé du monde pendant 1 mois et demi au tout début dans la prison, puisque j'avais une relation avec personne, si ce n'est mon avocat qui venait pas à cette époque-là, donc j'étais vraiment totalement isolé. Puis ensuite, les choses se sont reconstruites. Et puis, dans ce cheminement, eh bien, à un moment donné, ben, on revient aux choses essentielles, c'est-à-dire faire son bilan de conscience, revenir à soi-même, la dimension spirituelle, la relation à Dieu,
Mon père qui est décédé, paix à son âme, en 95, a été très présent dans mon cheminement puisque, je repensais, beaucoup de choses à mon enfance, à sa présence, à ce qu'il me disait. Ma mère également, qui à un moment donné, quand je rentre en prison, elle est elle-même à l'hôpital, elle est hospitalisée. Puis ensuite, pendant pratiquement 2 mois, j'ai pas pu lui parler. Ensuite, je lui parlais régulièrement au téléphone. Et donc tout ceci m'a permis de revenir au fond des choses, à l'essentiel des choses et à me reconstruire, d'une certaine façon. Et il y avait du bien dans tout ça parce que ma vie avant, elle était, je prenais l'avion 3 fois par semaine, j'étais par Mons et par Vaud, j'étais vraiment extrêmement actif et tout à coup, eh ben, c'est comme si, Dieu me disait: «Reviens. Maintenant tu vas revenir et tu vas revenir, à tu vois, je le dis dans une des poésies qu'aussi, dans Le Passant, où je dis: «Reviens à cet Mmh. espace intime que tu as déserté et cet espace intime que tu as déserté, il faut l'habiter, c'est ton cœur». Et donc voilà, après, j'ai retrouvé, hem, un centre d'une certaine façon et qui m'a permis, effectivement, de trouver la force et le courage de pouvoir faire face et je continue aujourd'hui. La bataille, elle est loin d'être finie. On est dans des problèmes judiciaires et tout ceci, donc je continue à me battre. Après la prison, il y a parce que là, là, je te parle, moi, depuis la France, parce que je suis en contrôle judiciaire. On me laisse pas voyager. On veut pas que je puisse, justement, pouvoir continuer à parler. On veut continuer une espèce de après la prison physique, à la prison intellectuelle, à la prison psychologique, mais on continue, j'ai confiance. En J'ai fait, tu peux pas confiance. quitter le territoire français. Non, non, j'ai Ouais. confiance et le début du courage, c'est la confiance. C'est, hyper intéressant. C'est le processus, c'est difficile, enfin, là, tu le dis, ça a l'air simple, mais moi, je trouve que c'est hyper difficile, le contexte et surtout l'après-prison, le battage médiatique. Comment justement, comment est-ce qu'on trouve du courage pour affronter tout ça? Pour même aller sur des plateaux de télé, moi, j'imaginais pas que tu pouvais aller t'exprimer, sur des plateaux de télé. Comment est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton processus? Là, c'est vraiment pour, moi et pour les auditeurs, lorsque l'on fait face à des situations, improbables que l'on vit, probablement juste une seule fois dans sa vie. Où est-ce qu'on trouve du courage pour faire face à tout ça là, quand tu as l'impression que tu as toute la planète, quasi, j'exagère, mais qui c'est presque comme si c'est toute la planète qui est contre toi. Comment est-ce qu'au fond de soi, on trouve la force de continuer de, mmh, de déjà se regarder dans la glace, d'avoir envie de continuer même de vivre et puis de 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 survivre, j'ai même envie de dire. Bah, écoute, d'abord, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire la force, elle vient d'abord par le fait que tu sais que tu es innocent. Parce que c'est ça qui était important, c'est-à-dire que moi je suis innocent de tout ce dont on m'accuse et je sais que les Mmh. juges savent que je suis innocent. Donc ça, c'est une affaire qui est politico-judiciaire, c'est pas du tout une affaire qui est judiciaire, parce que si c'était uniquement judiciaire, elle serait classée depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les femmes se connaissaient, qu'elles ont menti, qu'il y avait des questions d'argent. Et moi, ce que j'ai clamé depuis le départ, c'est que je suis innocent. Je n'ai violé personne, je n'ai agressé personne, je n'ai été un prédateur sexuel avec personne. Elles ont toutes menti, toutes elles disent oui, ils ont pris contact avec moi. C'est faux, elles ont toutes pris contact avec moi. Elles se connaissaient et depuis 2009, avec un certain nombre de personnes qui m'étaient opposées, on les connaît, hein, les Caroline Fourest, les Jean-Claude Mais Elfassi Tariq, et moi, tout je ça. pense que c'est même pas ça le problème, puisque ça, c'est toi, tu parles de ce sujet, mais sur les médias, on ne parle jamais de ce sujet. Moi, le sujet que j'entends sur Non, les non, mais, médias, non, c'est non, mais moi, j'ai bien compris ça. l'idéologue. Donc, on fait plutôt le parallèle entre ce que toi, tu prêches, enfin, pas prêcher, c'est un grand mot, mais ce que tu inculques comme valeur et justement ce dont on t'accuse. Ce qui n'a rien à voir, tu vois, si on parle Non, des non, mais, faits, mais ta des faits qui question, se sont passés. ta question à toi, elle était de dire comment moi j'ai fait face. Et d'abord, je commence par faire Mhm, face par la conviction intime de mon innocence. Ça, c'est le premier élément. mhm, Le deuxième élément, c'est que contrairement à ce que tu dis là maintenant et que les médias disent partout, c'est que à aucun moment, moi, je n'ai prêché, j'ai jamais été un moraliste, moi. Jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, voilà l'idéal de ce à quoi on doit parvenir. Mais j'ai toujours dit à mon public, mais moi-même, je suis là-dedans. Moi-même, on est dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'on essaye d'être toujours meilleur. D'abord, un, j'ai jamais
J'ai toujours accompagné les gens dans leurs faiblesses et dans leurs, difficultés et en particulier quand il s'agissait de affectivement ou même, socialement ou même sexuellement et cetera. Jamais tu te écoute tous mes discours depuis 35 ans, tu trouveras jamais de propos qui étaient des propos de condamnation et puis de me mettre, ou de me présenter comme quelqu'un qui était moralement au-dessus. Absolument jamais. Je disais même en conférence, vous savez, si j'étais ce que je suis en train de vous dire, vous ne me verriez pas parce que je serais un ange. Je suis juste un être humain qui se bat comme vous avec les contradictions. Donc, si tu reviens, ça, c'est les médias qui ont dit, oui, voilà, il a le discours, machin. Mais c'est pas moi, j'ai jamais tenu ce discours-là. Et beaucoup de gens me suivaient parce que justement, j'étais pas un moraliste. Le moraliste est celui qui te condamne au niveau de la morale. Mais le spirituel, c'est celui qui te permet et qui te dit, vas-y, avance et essaye d'être plus proche de tes principes. Moi, je suis plutôt un spirituel qu'un moraliste. J'ai toujours demandé aux gens, comme à moi-même. Donc, l'idée que j'avais deux discours, un qui était très dur sur le plan moral et je faisais n'importe quoi à côté, non. En plus, tout ce qui s'est dit sur ce que soi-disant je faisais n'importe quoi à côté, là aussi, il faut savoir que il y a eu beaucoup de mensonges dans les médias. Donc, le but, là, on a une construction médiatique d'opposition et de contradiction entre un discours et un homme. Et quand on écoute, parce qu'ils n'écoutent pas, d'abord les médias, ils ne lisent pas ce que j'écris, ils n'écoutent pas. S'ils écoutaient, ils sauraient que j'avais pas un double discours. Alors ils ont dit oui, il n'y avait pas de double discours. Maintenant, on sait qu'il y avait une double personnalité, mais rien du tout. Mon discours est à l'image de ce que j'ai invité chaque femme et chaque homme à faire. Essaye d'être meilleur. Tu as des contradictions, tu as des difficultés. Et moi, ma vie, c'est d'essayer d'être meilleur. Est-ce que j'ai dit que j'étais parfait? Mais jamais. Est-ce que j'ai dit que j'avais pas de contradiction? Mais jamais. Je disais même dans certaines conférences, mais si un jour vous apprenez que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, vous serez encore là. Donc tout le discours, tout ce que tu dis là, ne correspond pas à ce que je dis depuis 35 ans. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais tenu ce discours-là. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que j'ai fait pour tenir quand j'ai vu cette avalanche médiatique. Eh ben, c'est trois choses. La Mmh. confiance et en Dieu et en mon innocence. Et puis la deuxième des choses, connaître quelles sont les femmes et les hommes qui autour de moi, eh bien, sont des fidèles, c'est-à-dire que ce soit ma femme, que ce soit ma famille, et plus largement, il y en a eu beaucoup qui ont été. Et puis de Mmh. ce point de vue-là, de se dire, mais et pour moi-même, et pour ces gens, eh ben, à un moment et pour la société même, il ne faut pas accepter l'erreur judiciaire parce que ce pourquoi on m'attaque aujourd'hui, c'est pas parce que je suis coupable, c'est parce ce que je représente. Cette figure publique musulmane qui a pu tenir tête à des États ou qui a pu tenir tête à des intellectuels. C'est celui-ci qu'on attaque. C'est pas le fait qu'on pense que je suis coupable, puisque même les juges, ils savent que les plaignantes mentent. Même là, une des juges, elle dit à une des plaignantes, mais vous vous rendez compte de ce que vous pouvez quelles sont les conséquences de vos potentiels mensonges? Si la juge dit ça à une des femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rend bien compte de ce point de vue que finalement tout ceci n'est pas la vérité. Donc à partir d'un certain moment, si toi tu me demandes à moi personnellement, c'est sur ces bases-là que j'ai fait face et que je fais face à cette affaire-là. Et que j'ai continué à mon travail, parce que maintenant je continue à pouvoir m'exprimer. Je ne suis pas du tout invité dans les médias. J'ai été invité qu'une seule fois, c'est à la sortie du livre. Si tu veux, quand le livre est sorti, Mmh. j'ai été invité. Puis on a voulu faire exactement ce que tu viens de dire, en voulant dire, oui, non, mais le problème, c'est pas que ce soit vrai. Le problème, c'est que vous êtes en contradiction morale avec vos valeurs. Oui, Mais on j'ai des s'en fout contradictions de morales. ça, Mais, c'est ta vie mais privée, justement, on s'en mais fout. mais on peut même aller plus loin. On peut même aller plus loin. D'abord, un, ça ne te regarde pas. Et deux, c'est ce que je peux dire aux journalistes, tu vois? Je veux dire, ça ne te regarde pas si je suis en contradiction, mais si tu veux qu'on aille jusque dans cette discussion-là, OK, on va parler de toi alors. Est-ce que toi, tu pas de contradiction avec tes propres valeurs? Montre-moi un homme sur la terre qui a pas de contradiction avec ses valeurs. Donc si tous les hommes sont en contradiction d'une certaine façon, et qu'ils essayent tous de se battre pour être meilleurs, eh bien la seule chose que je te conseille concernant la morale des autres, c'est de la fermer. Tais-toi. C'est pas ton problème. Ton problème, il est de savoir est-ce que je suis un criminel ou pas. Si je ne suis pas un criminel, donc je suis un innocent. Et si je suis un innocent, ce qui se passe maintenant est absolument illégitime. C'est tout. C'est pour ça, avec cette force-là, que je m'engage. Ouais, c'est assez intéressant. Mais pour parler de tous les courages, tu en as vraiment et puis c'est quelque chose qui, je crois qu'il y a plein de choses à il y a plein de learning là, il y a plein de choses à prendre là, sur, plein de pans de sa vie, hein, pas juste dans ta situation,
et c'est pour ça que je trouve assez intéressant que tu couvres plein de sujets dans l'album, que tu parles même aussi de ce sujet qui est un peu tabou, je peux dire, de l'handicap aussi des enfants et tout, de Bien sûr. ces êtres. C'est moi, ça m'a beaucoup touché, en le titre, et parce que bon, c'est parce que j'ai aussi, peut-être un cas dans ma famille, et je vois, comment est-ce que, les parents, comment est-ce qu'ils regardent leur enfant. Pour eux, c'est un tout, pour eux, c'est leur vie. Pour eux, c'est un peu comme le pilier. Mais comment est-ce que l'enfant est traité, peut-être en tout cas, comment est-ce que la situation de l'enfant est vue du point de vue des autorités, ou bien, c des gens autour? C'est plus comme un fardeau, et c'est tellement parlant, mais c'est difficile à comprendre lorsque tu es pas proche du sujet, et ça m'a beaucoup touché, ce titre-là, en tout cas. Ben, moi, je le vis aussi dans ma famille, mais là, il se trouve que, en plus, tu vois, parmi ceux qui ont été très, très en soutien, tout à coup, je rencontre effectivement un homme et son épouse et qui viennent d'avoir deux jumeaux qui sont trisomiques. Et Mmh. ils me racontent leur histoire, et puis je décide justement d'en faire une leçon, parce que ces deux parents qui ont eu, c'est une vraie leçon de courage. C'est une vraie leçon de courage, et donc en fait, c'est eux qui sont innocents, et c'est nous qui projetons sur eux nos propres culpabilités par rapport à ça. Et donc, nous avons Effectivement, des démons par rapport au handicap que nous ne savons pas gérer. Donc voilà, et je pense que il appartient justement au monde de l'expression artistique et littéraire de pouvoir rendre compte de ses difficultés, de ses blessures, de ses courages anonymes, parce que finalement, c'est des femmes et des hommes, des mamans au quotidien, des papas au quotidien, qui feront pas la une des journaux, mais quel courage, quelle grandeur, quel effectivement. cœur, pour eux, et comme pour ceux d'ailleurs qui peuvent parfois avoir un handicap. Donc voilà, donc tu vois, par exemple, sur celui qui est dans l'autre recueil qui parle justement de l'intrus, euh, de Alzheimer, les accompagnants de ceux qui vivent ceci, par exemple, ma belle-mère en l'occurrence, qui est d'un extraordinaire courage, d'une abnégation incroyable, d'accompagnement, mais loin de tout, quoi, loin de Ouais. toutes les caméras, loin de toutes les manifestations publiques. De l'amour Et surtout, moi, c'est ce que moi je remarque le plus. Ces ouais, gens, ouais. souvent, ils ont un amour, mais tu te dis, c'est ça la vraie définition de l'amour. Moi, j'ai parlé avec un autre sur le podcast. Bon, c'est un profil qui est complètement diamétralement opposé à toi, mais j'aime bien son approche de la définition de l'amour, le souhait actif du bonheur de l'autre. Et c'est ça que moi je vois auprès de ces personnes qui sont confrontées à cette situation. C'est ça, tu le vois presque pas dans la vie de tous les jours, quoi. Cet amour-là, malgré la difficulté, tu vois pas, en fait, quand tu regardes devant, il y a rien, il y a que du brouillard, mais ils réussissent quand même à donner cet amour-là à chaque fois, et ça m'impressionne. Mais je trouve que c'est vrai, toi tu ramènes d'ailleurs une des enveloppes, si tu veux, de tout ce que j'ai dit par rapport à la lucidité, la vérité, le fait de faire face aux éléments qui définissent le courage. L'enveloppe générale de ceci, c'est bien cette notion-là, c'est cette notion d'amour. Et en fait, dans tous les deux recueils, et dans tout ce dont on parle, dans tous les courages, on verra dans tout, parce que le courage d'aimer, le courage de bien aimer, le courage d'aimer au-delà de la mort, le courage au-delà de la vie, parce que je parle aussi de la maman, de quelqu'un qui fait partie de la famille. Tu parlais de ceux qui ont porté avec moi ce projet. Il y a Fanny et Michael. Fanny, c'est une psychologue, et Michael, lui, il est aussi dans la psychologie et dans l'entrepreneuriat, qui sont de ma famille, Mmh. et dont la maman est celle dont je parle quand je parle au-delà de la vie. Elle a eu le cancer, et finalement, l'enveloppe de tout ceci, elle a résisté, elle est allée jusqu'au bout. Je ne l'ai jamais rencontrée, je lui ai parlé dans ma vie 3 minutes, ou un peu plus, mais je l'ai accompagnée par des messages tout son cheminement. La réalité de toute cette source vive de tout ce dont on parle, c'est l'amour.
effectivement. Et l'amour, c'est pas simplement un sentiment, c'est une lumière, c'est un apprentissage parce qu'on apprend à mieux aimer, on apprend à aimer plus profondément, on apprend à aimer avec patience, on apprend à aimer avec pardon, on apprend à aimer avec exigence. Et c'est le plus beau des vêtements, mais c'est pas le plus facile à porter. Effectivement. Hem, je sais que tu as quand même tes origines, tes grands-parents, tes parents, et ça, tu le dis aussi publiquement, qui ce sont des gens qui sont hyper, du moins qui étaient hyper religieux, mais qui t'ont pas forcément mis une pression à ce niveau-là. Et moi, je me demande comment est-ce que, la religion a pris une place aussi prépondérante dans ta vie, au point où tu en as fait, une bonne partie de ta carrière. Tu as enseigné justement, même s'il y a une partie scientifique, et structurée dans ta façon d'expliquer les choses. Comment est-ce que ça a pris au fur et à mesure dans ta vie, cette place-là, la religion? Ben, ce que tu dis, c'est juste, c'est-à-dire que je viens d'une famille qui est religieuse, qui a vécu la mort, parce que moi, j'ai mon grand-père, à l'âge de 42 ans, il a été assassiné en Égypte, et puis ensuite, j'ai eu une maman et un papa qui ont vécu 41 ans d'exil, oui, et ma maman bien plus aujourd'hui, mais mon père, avant de mourir, vécu 41 ans d'exil. Et donc, de ce point de vue, il y a eu vraiment euh, un, un engagement religieux extrêmement important. Et moi, je suis le plus jeune de ma fratrie, je suis le Benjamin. Et donc, dans cet engagement, dans cette réalité-là, j'ai pas eu de contraintes. J'ai eu des parents qui me parlaient du sens, mais qui ne me posaient pas la règle. Donc, ils m'ont transmis le sens, mais ils ne m'imposaient pas la règle. Et ils m'ont laissé, de ce point de vue-là, cheminer au gré de l'évolution de ma vie, d'une certaine façon. Et puis, pendant longtemps, dans mon premier engagement, ça a été un engagement littéraire. Bon, d'abord sportif, puisqu'à un moment donné, j'étais à deux doigts de me lancer dans Tu une étais carrière de... professionnel, non? Je sais que tu as joué tu as joué Non, en deuxième oui, division et oui, c'était semi-professionnel. Ceux qui jouaient avec moi, certains étaient semi-professionnels. Il n'y avait pas de professionnel encore, mais à l'âge, ça c'était quand j'ai terminé, mais c'est incroyable à quand l'âge même. de Donc tu as failli être, c'est À l'âge tellement, de 18 ans, improbable de à l'âge de t'imaginer. 18 ans, on m'avait proposé, de 17 ans, on m'avait proposé de pouvoir m'engager dans une carrière professionnelle. Ouais. Donc ça, il y avait le foot, ensuite il y avait la littérature et tout ceci. Je lisais énormément, énormément. Je lisais jusqu'à 5 heures par jour. Les jours de vacances, c'était 8 heures par jour. 5 heures par jour. Ouais, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Et ça vient puis, d'où? C'est tes parents, c'est tes frères? ben, tu sais, moi, chez Donc ce nous, goût il de n'y la avait pas de mur, lecture? hein, il y avait pas de mur, il y avait que des livres chez moi. Et puis j'avais des frères qui sont plus âgés que moi, qui lisaient aussi, et donc je prenais leurs livres, je m'intéressais à ça assez jeune. Et puis donc il y avait la lecture, qui a commencé vers l'âge de 14 15 ans, je lisais énormément. Et puis ensuite, il y a eu l'humanitaire, où j'ai commencé à partir. Et j'ai eu une maman et un papa qui ont valorisé ceci, le fait de la générosité et du don, mais qui ne l'ont pas imposé à la question religieuse. Mais en même temps, j'avais dans la famille toujours ce rappel du sens, de Dieu, et à un moment donné, je me suis retrouvé je partais en Afrique, je suis d'ailleurs allé au Cameroun aussi, mais je suis parti dans beaucoup de pays Ah, africains. Je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti au Brésil. Au Brésil, j'ai rencontré des théologiens de la libération, des prêtres ouvriers, puis qui m'ont parlé beaucoup d'amour, justement. Et c'est là-bas, d'une certaine façon, alors que j'avais 18 ans, 19 ans, que j'ai entendu en écho à ce que disaient mon père et ma mère, des propos sur l'amour, sur le fait de servir. Et tout à coup, finalement, c'est pour ça que je dis que la rencontre avec d'autres religions, d'autres cultures et tout ceci, étonnamment, ça a des secrets, tu peux même pas t'en rendre compte. Et à ceux qui ont lu, par exemple, Coelho, de celui, tu sais, le Paulo Coelho, l'alchimiste, il est en Espagne, et puis en Espagne, ce qu'on l'alchimiste, lui dit, on lui dit, pars en Égypte, il y a la réponse. Et il va en Égypte, et en Égypte, on lui dit, la réponse est en Espagne.
Donc il est parti pour qu'on lui dise: «Reviens de là où tu es parti, la réponse elle est là-bas». Eh bien moi je suis parti au Brésil et à un moment donné, j'ai entendu des choses qui m'ont fait revenir, à ce que j'entendais chez moi et à un moment donné, je me suis réconcilié avec, pas réconcilié parce que j'étais pas séparé, C'était pas en mais j'ai conflit. redécouvert si tu veux. J'ai redécouvert, retravaillé et puis ça a pris une place effectivement qui est devenue essentielle pour moi. En disant et puis il y a aussi des phénomènes sociaux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à un moment donné, il y a eu le début de l'affaire, des foulards en France en 89. Et puis tout à coup, je me suis rendu compte que là, il y avait une voix qui manquait, c'est-à-dire: «Mais non, vous êtes en train de faire un faux problème de tout ceci» et à partir de là, moi, je me suis engagé. Donc si tu veux, c'est pas très tôt que ça a commencé. Ce qui était très tôt, c'est ce que moi j'ai appelé la pratique avant la pratique. Et j'explique souvent ça aux gens. Je dis: «Attends, ne dis pas que tu es pas pratiquant parce que tu pries pas ou que tu jeûnes pas. Le début de la pratique, c'est la conscience et faire du bien autour de toi. Donc c'est une pratique avant la pratique. Tu es déjà un peu pratiquante ou pratiquant. Si tu fais le bien, c'est que tu sers les gens. Après, ça se construit, la prière, le jeûne et tout ça, ça vient. Mais avant, ne te dis pas: «Oui, je suis croyant sans être pratiquant». Parce que ceux qui te font penser que la pratique se réduit au rite, il diminue la dimension spirituelle. Faire le bien, une parole de bien, un sourire, la générosité, le don, c'est déjà de la pratique. Mais c'est une pratique sans rite. Après, le rite, il peut venir. Eh ben, moi, j'avais ceci dans la solidarité. C'est comme ça que m'avaient fait comprendre que c'était bien mes parents. Ce que je faisais, c'était bien. Puis après, j'y suis revenu sur le tas pour me rendre compte que c'était essentiel à la construction de ma vie. Et puis pour m'engager à faire, à poursuivre et puis à déterminer une présence qui soit positive. Parce que moi, ce qui m'intéresse, moi, m'en fous complètement de leur notion là d'intégration, d'assimilation. Tout ça, pour moi, c'est du blabla. Moi, la seule chose qui compte en conscience, c'est la contribution. Qu'est-ce que tu apportes là où tu es? Le supplément d'âme, une présence positive, tu vois? Que je réduis souvent à une question quand je rencontre des jeunes et des moins jeunes, je dis: «Écoute, j'ai qu'une seule question à te poser. Une seule, qui est essentielle à tout le reste». Et puis souvent, ils sont interpellés. Je dis: «Ben, écoute, j'ai une seule question. Tu sers à quoi? À quoi tu sers en fait?» C'est la Ah, vraie ça fait question. mal ça. Tu sers à quoi? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, bah, regarde-toi en face, elle est très simple la question, mais je veux dire, est-ce que dans ta présence, les gens qui sont autour de toi, tu as un supplément d'amour, un supplément d'âme, un supplément de générosité? Tu sers à ça? Et ben ça, c'est bien. Alhamdoulilah, la on peut, de ce point de vue, comme on le dit chez nous, louange au divin. Mais si tu Mmh. sers à rien, c'est-à-dire que si le but c'est que tu sers qu'à prendre de l'argent, avoir des likes, sur les réseaux, à te mettre en scène et à t'exposer, dans tes histoires, dans ton corps, dans ton quotidien, si tu es un influenceur, mais que tu n'influences qu'à consommer et pas à être et à te libérer, si ton influence, c'est d'enchaîner les gens à la consommation et aux apparences, ben, tu sers à rien en fait. Tu sers à emprisonner les gens. Mais si ton influence, si ta présence, elle sert les femmes et les hommes autour de toi à pouvoir avoir un supplément d'amour, un supplément de générosité, un supplément de sens, eh ben tu sers. Et puis pour ça, il ne faut pas être un grand savant, il ne faut pas être un diplômé de n'importe quelle université. Il faut juste avoir un cœur, il faut juste avoir une conscience. Il faut juste être un être humain, quoi, une femme ou un homme. Effectivement. C'est intéressant tout ça. Vraiment, j'ai plein de questions, mais on est en train d'aller vers la fin. C j le point que tu as parlé en 89, le début de l'histoire des foulards et tout, je pense que ça à cette période-là et un peu plus tard, je crois 10 ans plus tard que ça a commencé un petit peu à fricoter, sur le fait que tu aurais un double discours, notamment tout le monde se rappelle de la confrontation avec Sarkozy où tu parles du moratoire et moi, je me pose souvent des questions. Est-ce que les gens, ils font semblant, surtout les médias, toi, tu penses qu'ils font semblant de comprendre, ce qu'on leur explique ou alors, la nuance, elle a complètement disparu? Parce que moi, je suis pas forcément un grand intellectuel, mais lorsque tu as parlé justement de poser un moratoire, je sais pas, moi j'ai compris et ça revient à l'interprétation qu'on parlait tout à l'heure des textes. C'était justement pour que tu mettes en lumière quelles sont les différentes déclinaisons de la signification de ce foulard et ensuite on peut revenir sur le débat. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, c'était assez simple, c'était assez clair,
Mais je comprends pas pourquoi des gens qui sont supposés avoir fait plus d'études que moi, qui sont supposés avoir plus de nuances, plus de structure, de culture, pourquoi est-ce que pourquoi justement c'est revenu et même le président de cette époque-là, c'est Nicolas Sarkozy, ou bien c'était une façon de jouer de ça, peut-être c'était, plus intéressant pour lui de tourner ça dans ce sens-là pour des raisons de voix, je sais pas trop. Mais c'est Mais assez c'est une simple à technique. comprendre pourtant. Bien sûr, mais c'est une technique de communication. La technique de communication, c'est que quand l'autre te dit une chose claire, répète que ça ne l'est pas. Et donc, de ce point de vue, par rapport à ça, c'était un montage, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que Sarkozy a parlé dans Coupé, l'après-midi avant. on a pris exactement l'extrait et ils sont très forts, ils sont trop forts franchement, ces gens, ils ont pris vraiment si tu as pas vu, toute l'émission, bah, là, on n'est pas loin de la lapidation quoi, franchement. Ouais, non, non, mais je veux dire, on a même dit que je justifiais la lapidation et tout ceci. Donc, si tu veux, de ce point de vue, c'est des montages, c'est des jeux médiatiques. Et donc, on sait aujourd'hui que Sarkozy a parlé avec BHL l'après-midi du débat. Et c'est BHL qui lui dit qu'il faut insister sur le moratoire pour deux raisons. D'une part, parce que la majorité du public ne sait pas ce que c'est qu'un moratoire. Et puis la deuxième des choses, c'est que tu peux donner l'impression que le mot est pas clair et donc que je ne suis pas clair. Et donc tu joues là-dessus. Tu vois, il y a une autre Mmh. émission avec un politologue maintenant qui a été totalement disqualifié de la scène française qui s'appelle Duhamel sur Europe 1 et je lui explique des trucs et pendant toute l'émission, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Je lui dis non mais attendez, mais je veux dire, vous êtes payé pour pas dire ça ou pour dire ça? Parce qu'en fait, c'est une technique de communication. N'importe quelle personne, quand elle voit toute l'émission, elle dit, mais oui, c'est clair ce qu'il dit. Je veux dire, il dit même, il faut arrêter tout de suite tous les châtiments corporels et puis il faut entrer dans un débat, mais ça veut dire qu'on arrête tout de suite. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ce que Chirac dit par rapport au moratoire sur la peine de mort quand il parlait de la Chine. Il faut arrêter tout de suite. C'est ce que dit Amnesty International sur la peine de mort aux États-Unis. Donc c'est un processus pédagogique, mais qui a, de ce point de vue-là, la conséquence positive immédiate qu'on arrête tout de suite. Eux, ils font semblant de ne pas comprendre. Et ils font semblant de ne pas comprendre. Et ensuite, qu'est-ce que font les faiseurs d'opinion? Ils ne vont pas reprendre toute l'émission, ils vont couper un passage et ils vont le commenter pour dire le contraire de ce que j'ai dit. Et toi, si tu n'as pas écouté toute l'émission, ben, tu vas tu vas t'appuyer sur le commentaire et pas t'appuyer sur ce que j'ai dit. Et ça, c'est une technique de communication qui est malheureusement. Donc, toute cette histoire de double discours, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, mais montre-le-moi, ce double discours. Je veux dire, tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent il a un double discours parce que quand il va dans les banlieues parler en arabe, il dit autre chose. Je lui dis, mais tu peux pas parler en arabe dans les banlieues, il n'y a personne qui comprend, ils ne parlent plus l'arabe, les jeunes. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés voir, alors que les Anglais en Angleterre, on disait, ben écoutez, sa parole, elle est intéressante et tout ceci. Ils ont dit, attention, attention, il dit quelque chose d'autre en anglais qu'en français. Et il dit, non mais attendez, c'est quoi cette affaire-là? Maintenant, il parle, chaque fois qu'il change de langue, il change de discours. Eh ben, prouvez-le nous. Ils n'ont jamais pu le prouver. Donc, de ce point de vue, tu vois, ils ont dit la même chose en Hollande. Et en Hollande, quand j'étais professeur à Rotterdam, ils ont fait des recherches et ils ont dit non, non, il n'y a pas de double discours. Quand on parle de double discours, c'est qu'on coupe ces phrases et ils m'ont redonné le poste. Ensuite, comme il y a eu des pressions internationales, ils ont trouvé le fait que soi-disant je soutenais l'Iran. Et puis, ils m'ont licencié. J'ai porté plainte, je suis allé en justice et j'ai gagné. Mais ça, tu vois, ils ont fait un battage médiatique sur le fait que j'ai perdu l'emploi, mais il n'y a plus de médias pour dire bah, il a gagné finalement, c'est lui qui avait raison. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans les médias. Faire semblant de ne pas comprendre et exposer tout ce qui peut être négatif par rapport à quelqu'un qu'on n'aime pas. Yes. Hem, tu donnes encore des cours, de prise de parole en public? Je sais que c'est quelque chose que tu Non, faisais à un moment, je fais des choses, donc je suis sur les réseaux beaucoup, et puis j'ai commencé quelque chose, tu vois, de complètement nouveau, mais qui a un grand succès, qui sont les dîners littéraires. Et donc je prends une œuvre, et on est dans un restaurant, on mange ensemble, je présente l'œuvre, et puis ensuite on a des débats, on l'a fait dans une dizaine de villes, en France pour l'instant parce ouais. que je peux pas sortir, et donc ça marche. Ouais. Ouais, je crois qu'il y en avait un même dernièrement à Strasbourg, mais malheureusement je pouvais pas m'y Non, non, rendre. Strasbourg, il est le 28 mai. Ah Donc OK, si tu j'ai vu es une pub libre, passer donc je ouais, c'est le ah 28 mai, oui. cool, ouais, je crois que je vais m'inscrire. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de hyper puissant, puisque c'est ce que justement les autres qui ont plus de culture utilisent pour faire passer leurs idées ou
leur propagande, je me permets le terme. Je voulais que tu nous parles un petit peu rapidement de ça, du pouvoir, de la prise de parole en public et de ce que ça peut apporter à des personnes justement qui sont pas outillées forcément intellectuellement à faire face à l'autre, Alors, bah là, avec ta question, tu viens de me rappeler que j'ai oublié de dire ce que je faisais par ailleurs aussi. C'est que j'ai commencé un centre de formation qui s'appelle Shifa, qui est une perception de la pleine santé, à la fois physique, psychologique, spirituelle et autres. C'est vraiment et là, on est une mmh dizaine de profs où on parle de tout on va ça. mettre Et le dans lien le en cadre, en commentaire. C'est quelque chose, voilà, je crois que c'est sur ton site internet, non? Je crois qu'il y a un lien sur ouais, c'est sur mon site tarikramadan.com où on peut internet où retrouver. c'est facile, c'est shifacentre.org. Ou sur tarikramadan.com. Je donne aussi des cours publics. Par exemple, Parfait. j'ai pris les deux livres qui sont les plus difficiles, un sur la philosophie du pluralisme et l'autre sur la réforme radicale, que j'enseigne publiquement. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, là, en total, de tous ceux qui le suivent, il y a à peu près 10 à 11 000, voire même plus, personnes qui suivent ces cours publics et populaires que je donne sur des Mmh. différents réseaux. Et à côté de ceci, dans le cadre de la formation, je donne une formation, des séminaires, dans le cadre de la formation et d'autres séminaires intensifs sur la prise de parole et l'art du débat. Et Mmh. effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut que certaines femmes et certains hommes se forment à ceci, parce que là, il faut véritablement la maîtrise de la langue, la maîtrise du sujet, la maîtrise de la gestuelle, l'art du débat, comment est-ce qu'on débat. Eh bien, cette année, j'ai fait 3 formations, 3 séminaires de 2 jours. Et sur 3 séminaires, je peux te dire qu'on a vu vraiment des progrès extraordinaires parce que finalement, il y a juste des choses dont il faut prendre conscience, des choses évidemment sur lesquelles il faut travailler. Puis après, à partir de ceci, il faut effectivement pouvoir s'améliorer par la lecture, par la mise en pratique. L'expérimentation est très très importante. Et de ce point de vue, c'est effectivement là qu'il faut il faut s'améliorer. Donc, j'ai décidé que cette compétence-là, sur laquelle, par la force des choses, la vie m'a amené à m'engager et à travailler, ben, que je puisse aussi la partager. Donc, je continue à faire ça aussi. Ouais. Hyper intéressant. On va mettre tous les liens en description de l'épisode. Tariq, c'est quoi l'avenir pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Un deuxième album peut-être? Là, tu sais, tout ça, je vais continuer. Là, il y a le deuxième, le tome 2 du recueil sur tous les courages qui sortira sans doute en septembre. Ensuite, je vais continuer à écrire de la poésie. J'ai le projet toujours d'un petit manifeste sur la théologie, manifeste de théologie islamique de la libération. Donc ça, c'est un projet donc je vais continuer à écrire et puis continuer à enseigner. Dans l'avenir immédiat, c'est évidemment de me sortir de cette affaire judiciaire pour que mon innocence soit cette fois-ci attestée, puis que je puisse continuer ma vie. Et puis voilà, c'est l'enseignement. En fait, si tu veux, il y a un seul mot qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie, c'est servir. Servir avec amour, servir avec respect, servir avec courage. Voilà. Yes. Quelles sont les parties les plus dures et difficiles de ton job ou de ta vie en général? Ben, la situation aujourd'hui, elle est très très difficile parce que tu es toujours suspendu à une affaire qui n'avance pas. Donc effectivement, cette épreuve, elle perdure depuis 5 ans. Hein. Depuis 5 ans, on me tient Mmh, d'une certaine façon enchaîné à cela alors qu'ils savent très bien que tout ça, c'est des mensonges. Donc ça, c'est difficile. À côté de ceci, il y a dans la vie des épreuves. À l'heure où je te parle là maintenant, ma maman est hospitalisée. Mon beau-père vit une situation extrêmement difficile avec Alzheimer, mais j'ai aussi un de mes frères et ma sœur qui sont hospitalisés. Donc, on arrive à un âge qui n'est pas le tien, mais qui est le mien déjà, où les parents ou les frères ou les amis atteignent un certain âge et ils font face à l'épreuve de la vie, aux maladies, à la disparition. Donc ça, ce sont des choses qui sont difficiles, qui demandent aussi beaucoup
beaucoup d'introspection, d'engagement, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour dans la vie. Et donc voilà, ça pour moi, ce sont ces éléments-là. Et tu sais, quand tu fais face à tout ceci, ensuite, après, tu relativises les choses. Il y a des détails qu'on a grossis qui ne sont que des détails finalement. Et puis il y a aussi une autre philosophie de la vie. Il se peut qu'il y ait des choses que vous détestiez qui sont bonnes pour vous. Et donc l'épreuve, elle a quelque chose évidemment de négatif parce qu'elle nous fait mal, mais il y a dans le mal qu'il nous fait un bien qui nous grandit. Et donc voilà, il faut avoir cette sagesse-là. Tellement parent. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Mais moi, je ne cesse de progresser, c'est-à-dire que la progression, elle est bah, dans l'introspection, elle est dans la lecture, elle est dans la rencontre avec les êtres humains, elle est même au-delà de l'épreuve, tu sais, quand tu vis une épreuve, ça t'apprend à mieux écouter, à être plus disponible, à être plus présent, donc tu progresses tout le temps, tout le temps. Je veux dire, je ne cesse de progresser et de grandir. C'est pas de façon linéaire, tu vois. C'est pas tu commences comme ceci puis tu montes. Non, il y a des, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, et puis tu progresses aussi dans la qualité de ta spiritualité, la qualité de ta lecture, la qualité de ta prière, la qualité de ton jeûne, la qualité de ta pratique. Euh, la, la force de la progression tient beaucoup à l'intensité de ton attention à toi-même. Plus tu es attentif à toi-même, plus tu peux t'apercevoir qu'il y a peut-être des petits progrès qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont visibles au cœur ouvert. Je répète, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont visibles au cœur ouvert. Hmm. Tariq, peux-tu nous partager un de tes plus gros regrets dans ta vie? Euh, Bah, j'en ai beaucoup. Au-delà de moi-même, par exemple, j'aurais aimé être à 100% tout le temps sans aucune contradiction avec mes principes, mais il se trouve que cela aurait voulu dire que je n'accepte pas d'être un être humain. Donc, je pense que dans ces tensions, il y a eu beaucoup de mon évolution positive. Donc, ça, au bout du compte, je ne le regretterai pas. Mais ce que je regretterais peut-être, c'est qu'à des moments donnés dans ma vie, il y a eu des êtres qui m'ont aimé, des êtres qui ont espéré que je sois là. Et au moment où j'aurais dû être là, ben, je ne l'ai pas été. Dans le deuxième tome de Tous les courages, il y a un long texte que j'ai écrit qui est une dette à l'endroit d'un ancien élève que j'ai eu qui est mort d'overdose très jeune. Et euh, il avait espéré que je sois là. Et j'avais été là. Mais au moment où il espérait, où j'aurais dû être là, j'ai pas été là. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Donc il y a des regrets, des rendez-vous manqués Paix à en fait. son âme. Mm. Des rendez-vous manqués. Donc j'ai eu des rendez-vous manqués avec moi-même, puis j'ai eu des rendez-vous manqués avec des êtres que j'ai aimés. Ouais. Mm. C'est quoi une de tes plus grandes fiertés? Euh, je pense que ce serait et ce sera, au moment où je vais quitter la vie, euh, mes enfants et le fait d'avoir donné à mes enfants la plus belle des mamans. Yes. Tariq, tu aurais trois bouquins à nous recommander, à part tes bouquins, donc il y a une trentaine. On va mettre les liens en description, hein, Être occidental et musulman aujourd'hui, aussi Tous les Ouais, courages qui est de nouveau disponible. on est à près de 40 maintenant, hein, près de 40 livres, je crois. Mais bon, 40. de toute façon, on est Waouh. à près de 40, ouais, je crois. Mais En tout cas, si tu veux, les derniers du moment, en tout cas ceux qui m'ont intéressé, moi, et même pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'affaire, au lieu de juste regarder ce qu'il y a sur les médias, il y a le bouquin Devoir de vérité, où
Ça va dans les détails, de tout ce périple, comment est-ce que ça s'est passé. Mais sinon sur l'islam, tu as parlé de la bibliographie du prophète que tu as fait, la réforme de l'islam dont tu es en train d'expliquer, dont tu es en train de faire de donner des cours Non, je dis actuellement, pas la réforme de l'islam, je dis que l'islam ne se réforme pas. Je dis la réforme, c'est la réforme radicale, mais c'est réformer les esprits musulmans, pas l'islam. ah Il pardon, faut c'est réformer la Islam, la réforme radicale. voilà, Pardon, j'ai exactement, une erreur au niveau exactement. du titre. Ouais, donc Mais si tu veux, en termes d'ouvrage, ce à mmh quoi je renvoie, souvent les gens, c'est, il faut lire Les Frères Karamazov de Dostoïevski, qui est un mh. ouvrage, essentiel. Au-delà des textes religieux, hein, je veux dire que Ouais. ce soit le Coran, la Torah, la Bible, et cetera. Mais en termes de romans, il y a Les Frères Karamazov, qui est un texte très important. Étonnamment, et ça étonnera beaucoup de monde, mais je pense que Céline, Le Voyage au bout de la nuit, est un texte particulièrement important. Céline? Particulièrement important. Eh oui, bah oui, Céline est un autre. C'est un texte, moi, qui m'a beaucoup. Qui a été particulièrement fort. Et puis, en termes de référence, c'est une somme de lectures qui est la revivification des sciences religieuses d'El Razali, mais surtout un texte qui s'appelle Le Tabernacle des Lumières, parce que c'est un texte universel sur la spiritualité, sur la recherche, la quête de la lumière. Mmh. Et donc, voilà, je pourrais proposer ces trois Ouais, ouvrages. on va mettre tous les liens en description. Tariq, est-ce que tu auras un dernier mot pour, cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Alors, je ne sais pas si j'ai une bouteille à la mer, c'est ce que j'aimerais, ce que je pourrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est bah, tu m'as donné la possibilité de pouvoir m'exprimer dans l'intimité de mon cheminement, mais aussi dans la perception de la figure publique. Et ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est euh, nous vivons dans une société de consommation. Il faut vivre la révolution intérieure d'être dans un cheminement de l'être et non pas de la consommation. C'est-à-dire que le courage d'être soi, le courage de cheminer à l'intérieur de soi, de se poser les bonnes questions, et puis surtout de décider pour soi des réponses qu'on a envie de donner, que d'abord on n'est pas simplement des consommateurs, on n'est pas simplement des femmes et des hommes qui valent par ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent, mais qui valent par ce qu'ils sont et ce qu'ils essayent d'être et d'apprendre à être. Et ça demande une prise de conscience, ça demande du courage. Et puis ça demande de la volonté, de la détermination. Et c'est de ça dont je pense qu'il faut que les gens soient d'abord s'arment pour pouvoir être eux-mêmes et puis qu'ils s'engagent. Et puis qu'il n'y a pas d'âge pour tout ça. Je veux dire, ceux qui nous écoutent sont des jeunes et des moins jeunes, mais c'est quand même cet engagement-là qui est le plus essentiel. Donc ne pas oublier l'essentiel, en fait, c'est ça. Hem, on te contacte où Tariq, tu as des préférences, Bah, on peut me contacter, il y a plusieurs façons. On peut me contacter par les différents réseaux, par le centre Shifa, comment ça s'appelle, par mon site, où j'ai un mmh accès direct par mon site tarikramadan.com, mh. ou par le centre Shifa, ou par les cours, les dîners littéraires qui se continuent, ou les cours populaires. Il y en a qui me contactent par les cours populaires, où je suis très très attentif. Je donne toutes les 2 semaines un cours ouvert à tout le monde, et il y en a qui me contactent en me posant des questions. Où il y a Instagram aussi, qui est aussi un moyen de faire en sorte que je puisse répondre. Euh, mais ça, c'est relatif parce que les réseaux sociaux, c'est pas moi qui m'occupe Ouais, de leur gestion et il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on est, je sais pas combien il y a sur Facebook, sur Twitter et sur Insta, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il ouais, vaut mieux passer par les voies d'enseignement et les voies du, de mon site personnel. ouais, site internet. On va mettre toutes les façons, tous, les liens en description. Tariq, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, je dirais que c'est une femme ou un homme qui, à partir du moment où il est confronté à la vie, à une difficulté de la vie et à une épreuve,
est suffisamment créatif, pas forcément, c'est pas une question forcément d'intelligence, mais suffisamment créatif pour trouver les moyens de s'en sortir. Donc il y a dans la débrouillardise une notion de prise de conscience du problème et de créativité à trouver des solutions. Je te remercie, Tariq. Je te remercie surtout pour ta transparence, le fait de permettre comme ça qu'on aille sur, tous ces sujets, Avec avec grand plaisir. vraiment, je te remercie. C'était vraiment un agréable moment et j'ai appris plein de belles choses, je pense que les auditeurs aussi et puis, j'invite tout le monde à aller écouter, cet album et puis on reste au taquet pour, la suite, pour le tome 2 et tout ce qui vient après, quoi. Merci infiniment, Guy, de cette invitation et à disposition pour la suite. Nice. À très vite tout le monde. Au revoir, merci.